quelles conséquences peut-on continuer à fonctionner comme cela? Ce sera notre sujet de mise en bouche ce soir avec nos invités. 3 sur 4 sont déjà bien installés. Fundikou Moubarak est là. Fundikou Moubarak qui est spécialiste de politique internationale, entre autres casquettes. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques, bonsoir à toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Je salue ton panel et merci une fois de plus. Alors la question de mise en bouche, je commence par là. 23 députés sur 180 décédés, c'est à négliger ou il faut prendre cela au sérieux? Bien, d'abord il y a de la tristesse dessus parce qu'on est parti sur une mandature de 180, on a à moins 23, y compris l'illustre président de cette chambre-là, l'honorable Kavaye Djibril. Donc on va d'abord dire des condoléances aux différentes familles auxquelles ces 23 députés appartenaient et toute notre compassion pour ces événements qui ne sont pas très heureux. Mais maintenant, on peut questionner l'impact sur l'activité parlementaire. Il va quand même sans dire que 180 moins 23, c'est beaucoup. Mais la culture politique camerounaise ne nous a pas montré que les députés ont une initiative parlementaire très agitée au Cameroun. Et très rares sont des lois qui sont des émanations du Parlement. Généralement, le Parlement camerounais reçoit des projets de loi qui viennent du gouvernement et donc se limite juste à des petites modifications ou alors à les faire passer. Et donc, lorsqu'on regarde les choses sous cet angle-là, bon, on peut quand même continuer à se dire que le gouvernement pourra toujours produire ces projets de loi et que le Parlement, il y a quand même un nombre de députés assez suffisant, soit pour voter pour ou pour voter contre. Donc, l'initiative, l'activité parlementaire en termes de production de loi, en termes de contrôle de l'activité du gouvernement, ou tout ce qui peut être fait au Parlement, ma foi, ne sera pas véritablement impacté par ces départs-là, en raison de ce que notre culture parlementaire n'est pas une culture d'initiative. C'est-à-dire que nos députés n'ont pas toujours eu à entreprendre. Donc, s'ils entreprenaient, des propositions, on se dirait que bon, là, en ce moment-là, ceux qui ont souvent l'habitude d'entreprendre ne sont plus là et donc forcément, il y aura des conséquences beaucoup plus lourdes que ce qu'on peut penser maintenant. D'accord, merci. Paul-Stéphane Mounouga, lui, il est politologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes d'Info TV et particulièrement de Le Grand Soir. C'est toujours un plaisir d'être là. Question de discuter et d'échanger sur les questions de la République. D'accord, c'est la même question. 23 députés décédés pour cette mandature. Ce n'est pas un peu trop, étant donné que jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas pris l'initiative d'organiser ce qui est prévu par la loi des élections partielles. Justement, sur le plan juridique, il faut avoir une double analyse déjà parce que le quorum est toujours atteint quand il décide de siéger au niveau du Parlement, mais sauf qu'en même temps également la loi demande d'organiser des élections partielles, ce qui n'est pas fait. Ça sacralise ce que j'ai l'habitude d'appeler État mou, c'est-à-dire les États qui ont des lois, mais qui volontairement, généralement, refusent de les appliquer ou alors les appliquent en fonction de certaines situations. Et maintenant, même sur le plan politique, ça pose un problème parce que là, on est face à ce que j'appellerais ici une sous-représentation du peuple parce que c'est 23 circonscriptions qui ne parlementent pas parce que le député est l'élu de la nation. Je prends un exemple. Si le député de ma localité n'y est plus, ça veut dire en réalité que ma localité n'a plus voix au chapitre dans la prise des décisions au palais des Verts. Donc sur le plan politique, ça a une véritable conséquence. Et je pense que ceux qui sont chargés justement d'implémenter les lois doivent comprendre aujourd'hui que même si techniquement sur le plan, j'ai envie de dire quoi, des regroupements de l'Assemblée nationale, ça ne pose pas problème. Il faudrait qu'ils sachent que sur le plan politique, quand même, ça pose un problème et qu'ils essayent de trouver une solution face à la situation qui commence, j'ai envie de dire, d'aller de mal en pire. Parce que 23 députés, quand même, c'est quand même beaucoup pour un pays qui se respecte. Benoît Feudier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à mes frères co-discutants de cet après-midi.
Et je vais également saluer, passant leur adresser une fois de plus mes condoléances à la famille Tamba Augustin de Yaoundé-Selmé, de Yaoundé-Sel, qui venait d'accompagner à sa dernière demeure sa petite fille. Toutes nos condoléances en tout cas au maire de Yaoundé 7, c'est ça? Évidemment, de Yaoundé président 7. des communes et villes unies du Cameroun. Du Cameroun, d'accord. La question est là, 23 députés décédés pour cette mandature, pas de partiel jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Bon, ça peut avoir un impact parce que il faut toujours dire que dans un débat collectif, une voix peut toujours apporter un plus. Bon, mais je veux dire sur le plan juridique, la loi n'est pas verrouillée. N'a pas verrouillé le remplacement, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'on prévoit l'organisation partielle des élections, sauf que la loi n'a pas mis un verrou sur ça, n'a pas obligé à organiser. La loi a été un peu souple, ce qui fait que, bon... La loi ne dit pas qu'on peut ou on ne peut pas. Bon, la loi est souple, il faut le dire. La loi ne le dit pas de manière ferme que automatiquement que les élections partielles doivent être obligatoirement organisées. La loi, mais elles doivent être la loi donne même temps. Peut-être qu'il n'y a pas. Est-ce que la loi pour être appliquée doit être fortement coercitive? La loi, non, c'est-à-dire que la loi dispose au président de l'exécutif. C'est pas la coercition. Et une fois elle a disposé, il y a la fermeté de la loi et il y a la flexibilité. Il ne faudrait pas qu'il y ait forcément un impératif autour de la loi. Je dis ceci. La loi peut avoir une fermeté, mais elle peut avoir une souplesse. Donc, qui n'oblige pas forcément d'appliquer. C'est la loi. C'est la loi. Parce que la loi a prévu, bon, vraiment, au cas, mais quand le mandat reste, je crois que la même loi dit que quand le mandat est à moins d'un an, des choses comme ça, on n'organise pas. Bon, bref, ce que je peux retenir, c'est que la loi est flexible là-dessus. Maintenant, l'impact, vous avez dit, oui, j'ai dit l'impact, c'est inévitable. Parce que dans un débat collectif, chaque voix porte. Maintenant, je vais quand même un peu dire quelque chose. Je vais dire quelque chose que les députés sont votés par circonscription, mais ce ne sont pas les députés de la circonscription. Ça, il ne faut pas... c'est le député de la nation qui légifère. Parce que, vous savez, tellement on a mélangé certains rôles, donné certains rôles aux députés. Heureusement qu'à l'heure où nous parlons, on a même supprimé les histoires de micro-projets. À tel enseigne que les députés se sont confondus dans se sont devenus les élus locaux. Alors, ce qui doit être fait par les élus locaux, on voit les députés venir, ils sont en train de faire un pont ou ils sont en train de créer. Ce n'est pas le travail des députés. Oui. Ça, ils doivent contrôler l'action gouvernementale, ils doivent légiférer. Ils ne sont pas là pour aller travailler sur le plan local. Aller donner les bancs. Oui, il y a la décentralisation qui permet aux élus locaux de développer leur zone. Donc, quand on va dans le sens que c'est un député de la nation, c'est le député de la nation, on ne peut pas dire que lorsqu'il est absent, ça veut dire que la loi n'est pas légiférée. Alors, on a supprimé les micro-projets, mais ça a pris une autre forme. Mais la forme... les distances, on a reporté ça autour, ça ne les engage plus, ça ne leur donne plus cette possibilité de se sentir, je ne sais pas, gestionnaire de crédit d'un projet. Donc ça ne devrait pas déranger une circonscription que de ne pas avoir de députés, c'est ça? Non, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que ça ne doit pas les déranger. C'est pour ça que j'ai dit, l'impact politique, oui, mais l'impact juridique, pas. C'est ce que j'ai dit. Et je l'ai dit. Donc, mais est-ce que ce n'est pas ça le grand problème? Vous avez la région de l'Est, par exemple, en a perdu 3. Il y a des circonscriptions qui pensent ne plus être représentées. Il n'y a peut-être pas les micro-projets, mais le député, ça représente quand même quelque chose. Pourquoi est-ce aussi compliqué dans notre pays d'organiser les partiels? Peut-être parce que la loi n'est pas obligatoire, comme a semblé l'indiquer Benoît Feudieu tout à l'heure. Ça, c'est l'interprétation de Benoît Feudieu que je respecte. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas rendre une loi obligatoire. Et là, ça traduit encore la volonté de ne pas vouloir appliquer les lois ou de les appliquer de façon asymétrique au Cameroun. Parce qu'on se rend compte qu'au Cameroun, la loi semble ne pas être générale et impersonnelle.
elle est appliquée quand ça arrange ceux qui tiennent les manettes de la loi, et elle est contournée quand ça ne les arrange pas. L'exemple, l'organisation des élections partielles. Et parlant donc justement des circonscriptions, il faut rappeler que c'est l'ensemble justement de ces députés qui font la nation. Ça veut dire que c'est l'ensemble des circonscriptions qui font la nation. Une fois qu'une circonscription n'est pas représentée ou n'est plus représentée, est-ce qu'on parle encore de nation? Puisque c'est l'ensemble des circonscriptions qui composent les 180 députés qui font la nation camerounaise. C'est pour ça que les parlementaires font les comptes rendus parlementaires. À partir du moment où ma localité n'a plus de députés, ça veut dire que la population d'un Komtou, par exemple, n'est pas au courant de ce qui se passe au Parlement. Parce que c'est le député qui rentre faire le compte rendu parlementaire, prend les informations des populations pour remonter à la prochaine session, justement, pour exprimer les besoins des populations. Ça veut dire qu'en réalité, les 23 circonscriptions actuellement n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne leurs problèmes. Donc vous voyez que ça pose un véritable problème. Et j'insiste qu'il est temps qu'on trouve une solution par rapport à ça, parce que 23 parlementaires ou alors 23 députés, c'est quand même trop beaucoup dans une république. D'accord, il y a donc cette fissure-là. C'est légitime que ces populations-là ne se sentent pas représentées ni concernées, et qui se demandent à qui est-ce qu'on va exposer nos problèmes, comment nos problèmes seront portés en haut lieu, c'est ça? Bien, je voudrais bien envoyer ça de cette manière-là. C'est-à-dire que, bon, on se dit 23, ça fait moins 23 voix, 23 manières de voix différentes qui sont portées au Parlement. Mais on pourrait aussi voir d'une autre manière. Supposons que ces 23-là n'étaient pas partis. Et donc, qu'elles sont toujours là? Est-ce que ça devrait changer fondamentalement quelque chose à la marche actuelle du Parlement? Moi, je voudrais parler de l'activité même de nos députés au Parlement. Qu'est-ce qu'ils y font effectivement? Est-ce que tout au long de cette dernière mandature, des deux dernières, est-ce qu'on a souvenance qu'il y a eu une initiative, une proposition de loi émanant de nos députés? Parce que bon, les députés font... Mais là-bas, c'est qu'il faut 180 députés. Non, mais je veux dire, même si on a même, au départ, on avait 180. Oui. Est-ce que ces 180-là ont fait des propositions de loi qui ne soient pas des émanants du pouvoir de l'exécutif? N'ont-ils pas légiféré? Non, c'est-à-dire que... Mais ils ont quand même légiféré. Commençons par là-bas, parce que l'initiative de la loi est le travail principal du parlementaire. Est-ce qu'ils font cela? Il y a des propositions de loi qui sont généralement rejetées en conférence de président. Ce n'est pas que les députés n'en ont pas fait. Il y a une rareté de l'action des députés qui est de telle sorte que, même quand le chiffre s'effrite, bon, puisqu'il y a une forme de passivité, on va arriver, une loi va tomber, on va la recevoir et puis on va faire quelques modifications. Ça fait que même si on est moins 23... Mais quand on dit qu'il y a une rareté encore moins que ce n'est pas un seul député qui propose la loi. Que ceux qui ont eu l'initiative de produire les propositions de loi, ça n'a pas prospéré. L'impact de moins 23 n'est pas tellement ressenti parce que l'activisme des députés... À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là n'est pas véritablement... Mais au niveau des circonscriptions. Bon, maintenant, au niveau des circonscriptions, peut-être que les populations manquent ceux qui viennent souvent donner des petits trucs. Et c'est négligeable? Non, bon. Vous pensez que c'est négligeable d'avoir celui qui peut offrir un choix salle de classe? Moi, je pense... Même de sa propre poche? S'il y en a... Aujourd'hui, le député de Doumétan en train d'offrir les fourrages, c'est déjà quelque chose. Non, ce n'est même pas son rôle. Même si vous n'avez pas de député. Non, mais ce n'est pas son rôle inscrit dans la loi. Oui. Mais il sait qu'il est un porteur. Voilà, c'est un acteur politique. Non, les autres, au moins, il y a un bénéfice. Il y a plusieurs élites. D'autres élites doivent offrir le forage. Ce ne sont pas des élus. Ils ne vont pas venir sur le... Le député vient offrir le... Alors, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Est-ce que c'est un manque de volonté ou un manque de moyens pour organiser les élections partielles? Non, mais je pense que volonté, c'est trop dit. Mais il faut également dire que les élections partielles ont une incidence financière qu'on ne peut pas aussi négliger. Oui. Et avec tout ce que cela comporte. Avec tout ce que cela comporte. Il faut engager les ressources financières, il faut engager les ressources humaines, il faut. C'est toute une élection qu'on organise dans une circonscription. Hein. Ça devient une excuse nationale. Hein. Chaque fois qu'on parle élection, il y a déjà difficultés. On proroge parce qu'il y a des difficultés financières. Mais dans une circonscription, il y a des difficultés financières. Je crois que... tenez votre mal en patience. Il ne reste qu'un an et puis on vous renouvelle tous les députés. Qu'est-ce qui est difficile à pouvoir organiser des partiels dans notre pays, Paul Stéphane? Non, je pense que c'est simplement une volonté. C'est une volonté politique. On ne veut simplement pas organiser les élections partielles
parce qu'on se projette justement vers les prochaines élections. Vous savez, il faut tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. On est dans un contexte où on prépare une transition qui est inéluctable et inévitable. Voilà la raison principale, parce que quand on évoque l'aspect financier, moi ça m'amuse un peu. Entre organiser une élection dans une république et recevoir un pape, qu'est-ce qui est plus important? Non, c'est recevoir un pape. Organiser Pour construire des stades qui ne servent à rien, Justement. avec des hôtels invisibles. Justement, C'est ce qu'on a fait. entre organiser une élection et continuer à avoir des bons de carburant dans les ministères, des bons Pas le moins de ça, stratosphériques mais qui ne recevoir un servent pape. à rien, qu'est-ce qui est Recevoir plus un pape, c'est important? important. Vous Le pape, comprenez c'est qu'en bien. fait, la priorité ici est fonction justement de ceux qui gouvernent. Ce sont eux qui décident des urgences et des priorités. Donc vous comprenez simplement qu'ils ont décidé que nous irons aux élections dans 1 an. Et le représentant du RDPC nous l'a dit. Ça veut dire que tant que le quorum pourra être atteint au Parlement, il n'y aura pas d'élection qui sera organisée au Cameroun. Est-ce qu'on n'est pas finalement prisonnier de cette loi que lorsque je suis pas à l'antenne, je qualifie de loi villageoise, qui fait que le suppléant ne remplace pas directement celui qui est décédé. On a dû changer cela parce que les gens estimaient que le suppléant peut mettre le poison dans le verre. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier finalement de cette loi quand même antique, un peu bizarre? Je pense quand même que cette loi-là a toute sa place. C'est quoi? Parce que nous marchons avec le poison dans en main. On ne peut pas, Jean-Jacques. On ne peut pas comment? C'est que On construit une république. Ils vont détruire tous les... Ils vont tous les tuer. Le titulaire du poste et le second. C'est-à-dire qu'il c'est quand même Ils vont le tuer. important de dire à quelqu'un que si tel n'est pas là, tu vas le remplacer. Parce que nous connaissions les habitudes. Nous avions On peut dire que si le président n'est pas là, le vice-président le remplace, il n'y a pas de problème. Bon. Là-bas, on n'a pas peur que le vice-président anticipe. Encore même Non, même là, on a mis les garde-fous. Quel garde-fou? Même là, on a mis les garde-fous. Encore qu'il a fallu On va qu'on retourner, ne va attende pas. qu'une telle disposition soit prise. Et comme disait Menunga, c'est qu'on est dans un contexte de transition inévitable. Là, c'est-à-dire qu'on est sur une fuite logique ou politique ou biologique. C'est-à-dire Est-ce que ce n'est pas cette loi-là qui construit la peur pour rien? Non, mais je pense que la peur existe et la loi est... Dans les 23, s'ils sont morts, Ah, des oui, morts la peur. naturels. Oui. Est-ce que quelqu'un les a tués? Non, mais qu'est-ce qui te fait croire que si on remet la loi, il n'y aura pas plus de 23? Voilà mon problème. C'est clair. Qu'est-ce qui te fait croire que si on remet la loi, il n'y aura pas plus de 23? Moi, je me souviens qu'il y avait, je sais pas, une campagne... Voilà au donc niveau- 23 décédés et 23 suppléants qui n'ont rien à faire. Mais- Ils n'ont rien à Non, les faire. suppléants peuvent continuer à travailler Ils là-bas. travaillent sur C'est quelle même base? l'occasion pour les C'est-à-dire que- suppléants de bien travailler et C'est-à-dire qu'on demander... devrait leur donner un petit statut. Lorsqu'on Hein? est suppléant et qu'on Il fait continue à suppléant, travailler. quand même, lorsqu'on va à une élection en étant suppléant, on connaît les conditions de l'élection, on fait qu'on ne peut pas remplacer le titulaire. Oui, oui, oui. Ça, non, Sauf on s'il est devrait- nommé. Oui, Voilà. c'est-à-dire- Sauf s'il on est ne nommé. devrait pas- Sauf s'il est rattrapé on devrait par la loi du faire non-cumul. Voilà. Non, on ne devrait pas faire ça. Moi, je pense que pour des besoins de sécurité, Quelle sécurité? non, nous le connaissons, gars. Pour des besoins de sécurité, On peut pas. il est bien Stéphane, de les faire. est-ce que Il cette suffit loi n'est que pas le quand même mandat- gênante à la limite? Moi, je pense aux suppléants qui sont donc là. Il y a des postes vides. Et ils sont suppléants, ils ont à peine un macaron qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Finalement, ils ne servent à rien. C'est vrai que cette loi, contrairement à la disposition du vice-président, est gênante parce que je crois que le suppléant va aux élections au même moment que le député. Ça veut dire en Des fait, fois, ils dépensent même plus. justement, ça veut dire qu'il bénéficie presque de la même légitimité. Donc je pense qu'on aurait pu maintenir cette loi pour que justement on ne soit pas en situation de sous-représentation. Contrairement à la loi sur le vice-président que M. Feudio nous présente ici, parce que pour le vice-président, il n'a pas de mandat. Et techniquement, en droit constitutionnel et en sciences politiques, on ne peut pas hériter d'un mandat qu'on ne vous a pas donné. La seule personne qui donne un mandat dans un État, c'est le peuple. Personne d'autre. Ça veut dire, même moi, je n'ai pas la possibilité, quand j'ai été élu, de transmettre mon mandat. Et c'est ça qui cause problème avec la vice-présidence au Cameroun. C'est vrai que ce n'est pas un débat, mais je pense qu'on doit revenir à la loi qui disait que le suppléant remplace directement le titulaire quand il n'est plus là. Parce que les deux vont aux élections. En réalité, ça veut dire que les deux sont élus au même moment. Au même moment. Et l'électeur est conscient qu'en fait, voici le titulaire, voici le suppléant. Ça veut dire que les deux bénéficient en réalité de la même légitimité. Et dans certaines circonscriptions,
le suppléant s'investit plus pendant la campagne électorale. Effectivement, c'est généralement même le suppléant qui fait tout le travail. Quand vous êtes quelqu'un du terrain, quand vous avez travaillé avec les députés, vous allez vous rendre compte que généralement, c'est le suppléant qui fait tout le travail, mais il n'est jamais récompensé à sa juste valeur. Donc, je pense que vous posez là un problème qui est très important. Il faudrait qu'on reconsidère la place des députés suppléants au Cameroun. Moi, j'ai même lu pratiquement un plaidoyer. Les gens disaient que donnez-leur même un peu de salaire, un peu de carburant aussi, parce qu'ils ont un mandat aussi. Sur ce plan, même encore, on peut tolérer même ce plan-là. Mais il est difficile que dans notre contexte africain et puis plus ailleurs d'ailleurs, qu'on puisse dire que le suppléant est là pour remplacer le titulaire en cas de décès. Non. Par contre, en cas de promotion, il n'y a pas de problème. Vous avez peur de vous dire, des gens, vous allez pousser les gens aux appétits incroyables. Ils ne vont pas laisser. Vous savez que le champ politique, c'est un champ de bataille permanent. Donc, de manière permanente, on est dans la bataille. Ce qui fait que même quand on arrive même aux élections, sélectionner même pour vous faire sélectionner suppléant, ce n'est pas aussi... Oui, je suis d'abord... Oui, ce n'est même pas déjà facile. Il faut d'abord que vous battez. Pendant que l'un se bat pour être titulaire, un autre militant valeureux se bat pour être suppléant. Il sait qu'il est en train de monter. Il sait qu'il est en train de monter. Nous avons plusieurs députés qui ont été suppléants. Vous allez voir les gens comme les Sombabengono. Ils ont été des suppléants pendant longtemps. Se sont battus donc pour se positionner. La même chose que derrière lui, il y a également un suppléant qui monte. Donc, ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut travailler. Et puis moi, je continue à dire que bien que cette mandature ait fait perdre beaucoup de députés, mais jusque-là, ça... je le dis bien qu'il n'y a pas un impact juridique, même un impact législatif, il n'y a pas. Donc, tout simplement, c'est sa population, la population qui compte, comme nous avons dit ici, sur certaines entrées et tout, qui peuvent être un peu... Dans tous les cas, un député, c'est toujours bénéfique. Il a quand même un bon salaire, il a des avantages, il peut aménager un forage, il peut faire ci ou ça, il peut donner les bourses aux élèves. On va appeler le maire de pour qu'il crée les forages. Parce que là, je crois que le problème de forage, là... Non, ce n'est pas là le problème. Ça vous touche tellement. À quoi sert un député? Il peut, même de sa poche, faire quelque chose. Mais si vous n'en avez pas totalement, c'est quand même quelque chose de difficile. Non seulement vous êtes un peu orphelin, vos problèmes, vous les gardez pour vous. Vous n'êtes pas au courant. Il faut même aller à l'Assemblée. Pour savoir si même là-bas au Parlement, les députés déposent même les problèmes de la localité. Parce qu'il y a un travail à l'Assemblée là qui est un peu complexe. Que le député, bon, on a beau dire, les gens se disent bien, là, le député va aller dire qu'il y a telle chose qui manque là. Mais ce n'est pas toujours ça au Parlement. Est-ce qu'ils le font? C'est toujours ça au Parlement. Dans notre contexte, quand on observe l'action de nos députés, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une initiative parlementaire très dynamique? Ce que nous on voit généralement, c'est une initiative de l'exécutif qui transmet des dossiers au Parlement, qui analyse. Donc, l'initiative, c'est tu as pris des problèmes en bas. Moi, j'ai peur qu'on limite l'action du député seulement dans le cadre strict de l'hémicycle du Parlement. Vous savez que le député aussi peut faire un lobby dans les ministères. Non, on est d'accord. Voilà, mais vous avez encore mieux placé, Jean-Jacques. Avec le statut de député, non, je n'ai pas le statut de député, mais le statut de député vous donne quand même accès. Vous pouvez aller dans les ministères facilement, dans les organisations internationales. Non, le plaidoyer, nous sommes d'accord là-dessus. Je ne voudrais pas qu'on se limite à l'Assemblée nationale pour réduire l'action et l'impact des députés seulement là-bas, à l'Assemblée nationale. Même les maires en ont besoin. Non, nous sommes d'accord. Pour aller à la conquête Nous sommes unanimes sur une chose, que lorsqu'on perd une élite, on a besoin tout de suite quand même que l'élite soit remplacée, quel que soit le cas. Donc vraiment, aucune circonscription ne se suffirait de ces élites. Ils en voudront toujours. Donc,
Bon, mais vraiment, Dans pour le cas des députés, ça va venir. Il y a même l'eau qui sort désormais des robinets à côté de Doumentan. Et puis il y a l'action de Petrus Mbede. Tout ça. Le député de la circonscription a commencé à donner les et même les députés des circonscriptions. On veut quand même aussi saluer le député. Alors, bonsoir à l'antenne ainsi qu'aux téléspectateurs. Quant au sujet du jour, je pense que c'est lorsqu'on ne va plus personnifier l'Assemblée nationale et organiser des réelles élections que cette institution, que nous n'aurons plus à aborder ce genre de sujet, car un député est avant tout un être humain, donc appelé à mourir. C'est dans l'ordre naturel des choses. Les institutions doivent être plus fortes que ceux qui les incarnent. C'est moi depuis, toi qui as l'autre, c'est moi depuis Oyoma Bank. D'accord, mais à quoi c'est une institution s'il n'y a pas les acteurs qui font marcher cette institution? Bonsoir le plateau. Ce plateau au Gabon, ici à côté, les suppléants ont la moitié du salaire du titulaire. C'est Michel depuis Meyomesala. Voilà une approche. Au niveau du salaire, il n'y a pas de problème. Mais il en faut quand même. Nous pouvons même plaider pour qu'on... Mais ils n'ont rien. Et ils reçoivent les gens tous les matins devant leur porte. Honorable. Ils viennent avec les mêmes problèmes auprès du député suppléant, les mêmes qui vont avec chez le député titulaire, alors que le suppléant, lui, n'a rien. Bonsoir Jean-Jacques. Les députés au Cameroun ne sont-ils pas élus en ticket? Ils sont élus en ticket. Voilà. Au Gabon, si le titulaire meurt, le suppléant siège automatiquement à l'Assemblée jusqu'à la fin du mandat. Norbert depuis Libreville, au Gabon, là-bas on n'a pas peur que le suppléant mette un peu de poison dans le verre du titulaire. Salut au panel, vraiment, vous voyez avec quelle difficulté le représentant du RDPC a pour répondre à votre question, au point où il vous dit que la loi n'est pas rigide. C'est regrettable. Nous avons vraiment traversé les remèdes. Jean-Jacques Rostand depuis Yaoundé, qui vous prend au mot. Bonsoir tout le panel. Imaginons le RDPC avec une majorité de 90 députés et qu'il en paie 23 des suites de décès. Ces gens qui vous parlent de la loi, ne vont-ils pas organiser les partiels pour se refaire une nouvelle majorité? Philippe à Ibolova, question pertinente. Peut-être que le RDPC ne se gêne pas parce que ça n'impacte pas leur majorité. Bonsoir Jean-Jacques Lapanthère, y compris le panel, particulièrement mon frangin, le dernier tigre, vêtu comme un western. D'accord, ma circonscription, la Sanaka maritime, en est une victime depuis le départ, dans l'au-delà de ma frangine Marinette. Ah d'accord, très sympathique Marinette Yetna, qui représentait une bonne partie de notre communauté. Nous savons qu'ils sont élus pour légiférer et voter les lois pouvant permettre un développement à sortir du tunnel. Malheureusement, le peuple souverain ne peut que vivre de cette manière passive, ce cirque où ils se servent au lieu de nous servir. Comment voulez-vous que Benoît crache dans son bol de soupe qu'il ingurgite à satiété dans une boulimie financière, quelle que soit la durée des prorogations et du temps des élections? En tout cas, les élections auront lieu. Massok Thomas, bonsoir frère Massok pour ce message. Bonsoir, 23 députés, c'est beaucoup. C'est une interpellation. Bébé Moulé depuis Douala qui dit bonsoir au panel. Pour ma modeste contribution, je dirais que c'est ainsi que les personnes adultes qui s'essoufflent. Voilà, que 23 députés décédés, c'est quand même beaucoup pour cette législature. Bonsoir Jean-Jacques. Le RDPC n'organise pas les élections partielles parce qu'ils ne se sentent pas inquiets par leur nombre criard. Si la différence était de 25 députés, ils auraient créé une situation pour organiser les élections pour éviter d'être combattus par l'opposition. Merci pour cette contribution également. Benoît Feudieu, il paraît que finalement, ce n'est pas trop une question de loi, c'est aussi une question de calcul dans cette affaire-là. Si le RDPC était inquiété, il se serait battu pour organiser les partiels. C'est ce que disent ces messages. Pourquoi ils voient seulement les députés du RDPC qui devront mourir? C'est pas pourquoi. Non, ça, je crois que les députés là, les députés le choisissent parce que le RDPC pour mourir et mettre le RDPC en minorité. Donc, les députés sont décédés de tous les partis. Et moi, j'ai dit, on va très rapidement organiser l'élection en général. Les gens vont bien se préparer. Donc, on attend de ce qui arrive oui, probablement en 2027. Personne n'est lésé. Ce sont les représentants
de la nation. Donc ça veut dire, même le député qui sort là-bas de demain temps me représente. Donc il n'a pas besoin d'être là-bas en Comitou pour parler d'un Comitou. Il fait ce qu'il regarde un Comitou. C'est ce qu'on a toujours vécu et ça se passe bien. Est-ce que... Jean-Paul de Yaoundé, très bonne question. Lorsque les suppléants remplaçaient automatiquement le titulaire, y avait-il autant de décès en une mandature? Jean-Paul, vraiment, toi tu poses maintenant la question à qui? Mais au moins c'est une question d'observation. On peut constater justement que le nombre est quand même assez élevé de ces parlementaires qui partent et qui laissent leur fauteuil vacant de ce côté. Très rapidement, on va saluer nos différents partenaires. Notre fournisseur d'eau minérale Source Boni, c'est peut-être prendre derrière Plante de Vie avant d'aller à la question principale de ce programme. Kavaïgué Dibril a quitté la scène. Quel héritage politique pour celui qui aura occupé la tête du Parlement, l'Assemblée nationale, pendant plus de 30 ans et qui était le plus vieux député au monde, une cinquantaine d'années de présence au Parlement. Quel héritage peut-on lire après cette longévité et cette présence au sommet? D'abord un verre d'eau. Avec Canal+, ne soyez pas hors jeu. Jusqu'au 31 mai, réabonnez-vous à votre formule habituelle et ajoutez 2000 francs de plus pour profiter de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus pendant 30 jours. Vous voulez le faire par Mobile Money? C'est simple. Dans le menu Canal+ de votre opérateur, sélectionnez Changer d'offre et validez bien votre formule habituelle. Choisissez ensuite l'option Promo du moment à 2000 francs dans le menu des options et validez. Et voilà, vous êtes réabonné. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 85 56. En mai, avec Canal+, ne ratez pas les matchs qui comptent. La Première Ligue sacre son roi et la FA Cup perpétue sa tradition. La Ligue 1 révèle son champion. La Bundesliga impose son verdict. En Liga, qui sera le plus grand d'Espagne? Et le 30 mai, la légende s'écrit avec la finale de l'UEFA Champions League. Avec Canal+, vous êtes là où tout se joue. Ne soyez pas hors jeu. Jusqu'au 31 mai, réabonnez-vous à votre formule habituelle et ajoutez 2000 francs de plus pour profiter de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus pendant 30 jours. Réabonnez-vous en point de vente ou par Mobile Money. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Sur ce Bonis, on dit buvez la vie et on accueille Plante de Vie de l'Emakouma. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. D'accord, qu'est-ce qu'on nous propose ce soir? Un produit qui peut être utile aux députés titulaires comme aux députés suppléants. Oui, là vous ne distinguez pas. Oui, bien évidemment. D'ailleurs, nous on fait la santé pour tout le monde, donc santé pour tous. Donc que tu sois suppléant, que tu sois titulaire, sache que quand tu viens du côté de Plante de Vie, tu auras une santé que tu mérites désormais pour des personnes qui sont victimes de rhumatisme, d'arthrose, de nerfs sciatiques et même de la goutte. Nous avons mis sur pied le produit Rhumatox qui vient renforcer le système immunitaire et renforcer le cartilage pour des personnes qui sont victimes des os qui se rongent, pour des personnes qui ont des douleurs au niveau des genoux, au niveau des chevilles, des personnes même qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale qui ne peuvent pas se déplacer normalement. Et même ces personnes-là marchent avec la canne du fait qu'elles ressentent des douleurs au niveau des articulations, au niveau même des jambes et comme je l'ai dit au niveau des chevilles. Des personnes qui ont des pieds qui enflent, ce qu'on appelle généralement l'éléphantasia,
si vous avez donc ça, venez du côté de chez Plante de Vie. Alors, le produit Rhumatox, vous allez dire adieu à ces différents bobos. La grand-mère qui, lorsqu'elle s'est assise, elle ne peut pas se relever normalement du fait qu'elle a très mal au niveau des genoux, bien au niveau du bas du dos. Alors, chère maman, chère grand-maman, viens prendre ton produit Rhumatox. On ne parle pas que des mamans, on parle aussi des papas et des grands-papas, c'est-à-dire des personnes qui sont âgées. Et il faudrait préciser cela que toute personne là qui ressent des courbatures, qui ressent des fatigues générales, le produit Rhumatox est le produit indiqué désormais pour vous. Et j'aime toujours le dire que le produit Rhumatox, ce n'est pas une pommade, ce n'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. On va tout simplement prendre la boîte, quand on va ouvrir, on va puiser une cuillère à café, on va mettre dans 1 litre d'eau et demi, quand on va boire un verre matin, un verre soir, donc 2 verres par jour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent en disant que votre baume là coûte combien, votre baume là, on utilise ça comment? Non, le Rhumatox, ce n'est pas un baume, ce n'est pas une pommade, c'est un produit qui est buvable, d'où on parle du renforcement du système immunitaire et du renforcement du cartilage. Parce qu'il faudrait préciser cela et savoir qu'une fois que quelqu'un est victime d'un système immunitaire défaillant, forcément il aura des problèmes de fatigue générale, il aura des problèmes des os, il aura même des problèmes parfois d'essoufflement. Alors, Dieu merci, le produit Rhumatox vient renforcer votre système immunitaire et renforcer vos os. Pour des personnes même qui souvent sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. À côté de ça, nous avons le produit Open Sex. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces personnes qui sont victimes du petit appareil génital, ou même pour des personnes qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. C'est-à-dire qu'elles ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont vu l'appareil génital rétrécir. Parce qu'il faudrait savoir que le chlamydia rétrécit l'appareil génital. Les hémorroïdes rétrécissent l'appareil génital. Le diabète rétrécit l'appareil génital. Et le fait d'être stressé de manière permanente rétrécit aussi l'appareil génital. Alors, cher monsieur, cher député, arrêtez d'être stressé parce que ça rétrécit l'appareil génital. Et Dieu merci, nous avons le produit Open Sex, ce produit qui permet d'augmenter ça de manière naturelle. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu-dit église Salem. Nous ouvrons tous les jours entre 7h et 18h de l'après-midi, même les jours fériés. Nous, on est là tous les soirs, entre 17h et 19h et moins. Dès que tu m'invites, je vais te venir parler à ton million de téléspectateurs. Merci beaucoup les Makouma d'être passé par ici. Rendez-vous très bientôt. J'ai demandé au RDPC, c'est quand ils vont revoir le conseil électoral. La Côte d'Ivoire dissout pour lui, pour elle hier, Amara d'Abidjan. Je n'ai peut-être pas suivi cette actualité. On n'a pas encore suivi cette actualité-là, qu'il y aurait eu dissolution du conseil électoral du côté de la Côte d'Ivoire. D'abord, oui, je crois qu'on commence à le confirmer dans les messages, confirmer le nous pour qu'on soit au même niveau d'information. Je ne sais pas si c'est à Benoît de répondre à cette question-là. Ce n'est pas le RDPC qui a mis en place le conseil électoral. Est-ce que le RDPC va dissoudre ou ne va pas dissoudre? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes que du côté de la Côte d'Ivoire? Si le Parlement estime qu'on peut voter une loi pour mettre de côté celle portant création, mise en place du conseil électoral, je ne peux pas m'engager à porter ce message-là ici. Il faudrait que cela soit d'abord débattu à l'Assemblée nationale. D'accord. Merci pour la réponse. On verra justement comment exploiter cette information. Mais la question qui nous rassemble maintenant est relative à la disparition de Kavaïgué Djibril. Quel héritage politique, une trentaine d'années à la tête du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale, une 50aine d'années de vie de député à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un héritage qu'on peut noter, souligner et même archiver concernant Kavaïgué Djibril Moubarak? Ok, je commence. Oui. Ouais, mais bon, c'est toujours compliqué de parler d'une telle personne. Il est député depuis 1970 et ma mère est née en 1933, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un large gap entre Kavaï et nous tous sur le plateau. Oui.
d'un point de vue personnel, quand même, on devrait d'abord naturellement admirer sa carrière. Député en 70, adjoint au préfet entre 88 et 92, puis député président de l'Assemblée nationale à partir de 92. Donc, ça a été une longue carrière très riche que nous devons saluer. Je pense qu'à un certain moment, il était pratiquement la deuxième personnalité du pays, avant la création du Sénat. Oui. Et puis, juste avec l'arrivée du Sénat, il est devenu la troisième personnalité. Donc, il y aura tellement d'inspiration là-dessus, tellement de choses à dire, parce que je ne sais pas si après lui, peut-être 2 ou 3 autres Camerounais auront encore cette même chance-là de faire peut-être 30 ans au Parlement. Je ne pense pas. À la tête du Parlement, ou alors 50 ans de vie parlementaire, je ne suis plus sûr qu'il y aura encore un Camerounais qui pourra le faire. Bon, l'avenir nous dira. Mais puisque là nous parlons d'héritage, c'est plus ou moins compliqué également de parler d'héritage d'un homme politique, parce que quand on parle d'homme politique, la première chose que moi je questionne, c'est sa pensée. La pensée politique de l'homme. Qu'est-ce qu'il a pensé en tant que politicien? C'est-à-dire que si on parle du président de la République, la première chose qu'on va se dire, c'est le libéralisme communautaire. Si on parle de Cabral, il dit, bon, même si je n'aime pas trop cette pensée-là, mais c'est quand même le fédéralisme communautaire. Si on va appeler Elimbi Loba, il va te dire qu'il est littoralien. Si on parle de Gibaï Gatama, il va te dire, bon, il est 11 millions de nordistes. Enfin, bref, il y a une construction idéologique ou philosophique qui généralement accompagne l'homme politique durant toute ta carrière. Bon, si je me mets à scruter la pensée politique de l'honorable Cavaille, je commence à trouver des vides parce que je ne l'identifie pas véritablement à quelque chose qu'on pourra léguer à la postérité en termes de pensée politique, en termes de pensée sociale, en termes de manière de projeter la nation camerounaise. Je n'arrive pas à l'identifier et j'ai encore essayé davantage de vérifier en tant que président du Parlement, parlementaire depuis 50 ans, vous savez. Aujourd'hui, quand même, quand on parle de Macron, c'est la loi Macron qui fait son nom en premier lieu. Si on parle même de Sarkozy également, c'est la loi sur l'immigration, un certain nombre de choses. Et donc, en tant que parlementaire... Là, vous parlez des chefs d'État. Non, pas forcément. Je veux dire que les hommes politiques en général ont une identité philosophique. Mais lui, il est un homme politique qui adhérait à une pensée, celle du libéralisme communautaire. Je voulais en venir à ce niveau. Ne lui demandez pas d'avoir sa propre vision alors qu'il appartenait à... J'ai fini par me résoudre que certainement parce qu'il appartenait au RDPC, il était donc dans la machine du libéralisme communautaire du chef de l'État et n'avait qu'à défendre cette pensée politique-là. Là, maintenant, on peut commencer à le regarder sous une deuxième casquette, celui du leader politique. Il était en dehors des deuxièmes personnalités du pays. Il a fait 50 ans de mandature, on l'a déjà dit. Mais il était quand même le leader politique du septentrion. Je ne sais pas, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en dehors du président Amadou Ahidjo, bon, je ne trouve pas véritablement un autre leader du septentrion qui a déjà eu le même niveau de responsabilité que Cavaille et qui a duré autant. Bon, on va naturellement se rendre compte qu'il a fabriqué beaucoup d'élites au nord. Il a propulsé un certain nombre de personnes, il a beaucoup développé. Mais on peut aussi se poser d'autres questions. Aujourd'hui, quand on regarde la région de l'extrême nord, qui est sa région même, et qui est presque en mariage avec le renouveau, on va quand même se dire que première fille du renouveau. Voilà. C'est ce qu'on dit régulièrement. C'est quand même la région la plus sclérosée du Cameroun. Tous les indicateurs de développement à l'extrême nord sont au rouge. Accès à l'eau, accès à l'éducation, fourniture d'électricité, couverture réseau. Si on regarde la couverture routière, faites Maroua, Garoua, faites Moura Dabanga, si vous allez de Garoua Dembo, si vous allez de Garoua Madingring, ce sont des routes praticables. Donc, on va quand même se poser la question. Lui, il est, je veux dire, au-delà de l'honorable, c'était la figure de proue de l'élite du Nord. Alors, vous comprenez pourquoi il faut donc que chaque région puisse avoir son député. Bon, peut-être. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de penser-là parce que je ne suis pas dans une dynamique élitiste. Moi, je suis dans une... Parce que là, vous êtes en train de lui demander d'aller au-delà du rôle du parlementaire. Je réfléchis... Non, ce que vous avez semblé minimiser tout à l'heure. Je ne suis pas dans une dynamique élitiste. Là, maintenant, je réfléchis en termes de ce qui est proposé au Cameroun. C'est-à-dire qu'on nous gouverne selon l'élitisme. Donc, on met des élites qui doivent apporter le développement quelque part. Donc quand je commence à l'analyser en tant qu'élite responsable permanent du RDPC au Nord, président de l'Assemblée nationale, je commence à me rendre compte que la région politique qu'il a occupée est quand même très sinistrée.
Et à ce moment-là, on va encore se poser une deuxième question. Quel a été l'impact de l'ensemble des élites qu'il a incarné, qu'il a été, et lui-même, et puis tout ce qu'il a tiré derrière lui. Mais non, on te demandera qu'il est parti d'où à où lorsqu'il arrivait. Mais là, le quel passage, était le visage de l'extrême nord et en une trentaine d'années, deuxième personnalité de la République, est-ce qu'il n'y a pas eu... Vous voulez poser la question de I avec c'est fondamental. Pour faire le bilan, on va vous ressortir un certain nombre d'usines, un certain nombre d'entreprises qui existaient à l'époque et qui ne existent plus aujourd'hui. Non. Moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans ces considérations. Moi, je veux analyser le monde tel qu'il est aujourd'hui. On va vous parler d'inondations en Maga, on va vous parler de lac d'eau, on va vous parler de choléra, on va vous parler d'un certain nombre de problèmes qui sont là chaque année dans le septentrion. Et c'est là, c'est expliqué par une forme de, je dis quoi, la fille aînée du septentrion a semblé vouloir dire, du renouveau a semblé vouloir dire non au renouveau. Lors de la dernière élection présidentielle, on a vu que les contestations ont été très vives à l'extrême nord, au nord et même dans la Damawa. On a aussi vu que, c'est-à-dire, le territoire politique septentrional qui semblait être la chasse gardée a semblé être passé à côté. Et donc on se dit aujourd'hui, s'il faut penser que la famille politique de Cavaille va hériter quelque chose de ce parcours-là et de l'ensemble de ces élites, qu'est-ce qu'elle va hériter aujourd'hui? Est-ce que si on retourne à une élection dans le septentrion, est-ce que le RDPC auquel appartenait l'honorable Cavaille ira de manière sereine, le cœur léger? Est-ce que on aura l'impression qu'il y a eu un travail qui a permis de pérenniser les acquis de 92, c'est-à-dire au sortir de l'élection de 92, où on nous faisait comprendre que les résultats du septentrion sont venus changer la donne au sud. Est-ce qu'aujourd'hui, si on retourne à une même élection dans le contexte actuel, avec le travail qu'a fait cette élite et l'ensemble des élites qui étaient derrière lui sur le terrain, est-ce qu'on a l'impression qu'on aura les mêmes configurations? Moi, je suis tenté. D'accord. Il y a donc, lorsqu'on vous écoute, une réelle difficulté à cerner la question de l'héritage politique de Cavaille et Djibril. C'est un exercice assez compliqué quand même, hein, lorsqu'on veut aller sur ce terrain d'héritage politique et qu'on est obligé de parler du député, du président, de l'élite et autres, pour mesurer cet héritage-là, ça devient difficile. C'est vrai que ça devient difficile, mais j'ai envie de dire quoi? Pour faire une bonne analyse, il faut disséquer ça en deux. Il faut disséquer l'héritage lié à la pratique de la politique et l'héritage lié à la pratique du politique. Parce que l'héritage, quand on parle de l'héritage lié à la pratique de la politique, c'est justement ce jeu qui permet à une organisation de conquérir, conserver et pérenniser le pouvoir. Et vu sur cet angle, Cavaille a bien joué son rôle parce qu'il a permis au RDPC de continuer de contrôler l'Assemblée nationale. Il a permis au RDPC de continuer à avoir une majorité dans le Grand Nord, même si elle peut aujourd'hui être relativisée ou relativisable. Bref, il a permis au RDPC de conserver et de pérenniser son pouvoir. Donc vous voyez que sur le plan de la politique, il a un héritage politique à défendre. Mais maintenant, sur le plan du politique, le politique ici, c'est l'ensemble des décisions et même l'implémentation de ces décisions qui ont pour finalité d'améliorer les conditions de vie des populations. Quand on analyse donc sur le plan du politique, c'est là où ça devient problématique parce que je vais quand même vous rappeler que l'article 2 de notre Constitution vous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République, du Parlement ou du référendum. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand vous prenez également l'article 14 alinéa 2, je crois bien, de notre Constitution, on vous dit que le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement. En réalité, avec plus de 30 ans à la tête de notre Parlement, le très honorable Cavaille Djibril devrait avoir au moins une loi qui porte son nom. Je dis bien au moins une loi parce que je vais vous rappeler que la seule loi que le Parlement a eu à proposer au Cameroun, c'est son règlement intérieur. Et rien d'autre. Ça pose quand même un problème. Parce qu'il faut rappeler que l'initiative des lois appartient concurremment, là c'est l'article 25 de la Constitution, au président de la République et au Parlement. Ça veut dire que le Parlement également est appelé à résoudre les problèmes en République parce qu'on résout les problèmes avec les lois.
On a eu le problème de la crise anglophone. Est-ce que vous savez que le Parlement aurait pu légiférer? On a la décentralisation qui stagne. Le Parlement aurait également pu légiférer. On a attendu que ce soit le gouvernement qui nous apporte un code de la décentralisation qui a même beaucoup de coquilles. On a eu la CAN-Gate. On a eu Covid-Gate. Est-ce qu'il y a eu un véritable contrôle de l'action du gouvernement qui a pu aboutir justement à une amélioration sur le plan de la gouvernance? En 1997 et en 1998, le Cameroun a été classé doublement champion en ce qui concerne l'indice de perception de la corruption. Mais il y a des lois qui ont été votées par ce Parlement-là, qui traitent de ces dossiers. Et la mise en application de ces lois n'est plus du registre du Parlement. Je vais quand même vous faire remarquer que ces lois, les lois qui ont généralement été votées par le Parlement, sont des lois qui n'ont jamais subi de véritables modifications. Ça veut dire, telle qu'elle est entrée, c'est comme ça qu'elle ressort. Parfois, même quand le participe passé n'est pas accordé, mais ces lois existent. Si vous allez dans les détournements des deniers publics, les lois existent. On ne peut pas faire le procès à l'Assemblée nationale de n'avoir pas légiféré là-dessus. Sur la corruption, les lois existent. Est-ce qu'on lui fera le procès de n'avoir pas légiféré dessus si on n'applique pas l'article 66 qui n'est pas du ressort de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est encore Paul Stéphane qui a la parole. Voilà. Ah, c'est vrai que l'Assemblée nationale n'est pas chargée de veiller à l'application des lois, mais l'Assemblée nationale également est chargée de créer les lois. Depuis un certain moment, la CONAC, dans ses rapports, fait des propositions. Et le Parlement peut se saisir de ces propositions. La CONAC, par exemple, demande qu'on crée une loi spécifique anti-corruption, parce qu'il n'y a pas une loi spécifique au Cameroun sur la lutte contre la corruption. Le Parlement, ou même l'Assemblée nationale, a la capacité et même la légitimité de décider de mettre une loi, justement, qui lutte contre la corruption. On a, par exemple, je dis n'importe quoi, on a le problème du SMIC au Cameroun. Est-ce que vous savez que le Parlement peut légiférer sur le SMIC au Cameroun? Mais on a l'impression que ça ne les concerne pas. C'est pour ça que je dis qu'en fait, sur le plan de la politique, son héritage est à saluer parce qu'il a permis à son parti, qui est le RDPC, de pouvoir conserver et pérenniser son pouvoir. Mais maintenant, sur le plan du politique, ça veut dire moi le citoyen maintenant, j'évalue son action en fonction des résultats parce que l'existence d'une institution, c'est pour résoudre un problème. Est-ce que vous avez l'impression que l'action du gouvernement est véritablement contrôlée au Cameroun? Parce que le contrôle en réalité doit déboucher généralement sur des actions telles que la sanction. Et c'est pour ça que... Et là, ce n'est plus du ressort de l'Assemblée nationale. Vous savez quand même qu'il y a eu des commissions, des enquêtes parlementaires qui ont... La Constitution donne la possibilité au Parlement de faire ce qu'on appelle une motion de censure. Ça veut dire que quand je me rends compte que le gouvernement ne travaille pas bien, on signe une motion de censure et le gouvernement est débarqué. Est-ce que l'Assemblée nationale vous a dit que le gouvernement ne travaille pas bien? Quand vous regardez, est-ce qui s'est plaint que le gouvernement ne travaille pas bien? Mais chaque fois qu'il y a eu des soucis, peut-être parce que Cavaillé a quand même créé la télévision de l'Assemblée, on pourra vivre les échanges là-bas. Ça n'a jamais été facile pour les membres du gouvernement sur les questions précises. Est-ce pour autant que l'Assemblée, s'il y a un problème avec le stade, la CAN, va décréter que le gouvernement fonctionne mal? Mais la question a quand même été abordée par le Parlement. J'ai envie de vous dire qu'avec tous les scandales qu'on a eu de 2018 en 2025, je ne prends que cette mandature-là. En réalité, le gouvernement Diongouté devrait être censuré par le Parlement. On a eu trop de scandales qui, dans une république normale, auraient entraîné la démission du gouvernement depuis si on avait un Parlement véritablement dirigé. Alors, on va parler du régime et du système. Peut-être parce qu'on est en train de définir un monde merveilleux, là où on n'est pas super présidentialiste comme au Cameroun. Il faut bien noter cela également. Benoît Feudier, lorsqu'on écoute les uns les autres lire cet héritage politique, on est en train de décrire un Parlement vraiment faible, sous Cavaillé Guédipré. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'on le veuille ou pas, son héritage principal porte déjà sur l'infrastructure. Il y a les infrastructures, on peut y arriver. Mais il faut déjà dire que c'est dans son règne, ou encore son règne a permis à contribuer
fortement à la stabilité institutionnelle. Qu'on le veuille ou pas, il faut dire que Kavaïgué arrive à l'Assemblée. Bon, je fais fi de ces premières années de 70 à 88, où il part d'abord de l'Assemblée. Mais il revient là en 92 dans un environnement compliqué, où le RDPC sort même d'une élection avec 88, où il fallait faire une coalition parlementaire pour tenir l'Assemblée. Et c'est dans ce contexte-là qu'il devient président de l'Assemblée. Et je pense pas, quand je vois, on parle, n'est-ce pas, de son héritage, on le dit de manière très légère, on essaie de voir quelques difficultés, parce qu'il n'y a jamais un monde, le monde tranquille n'existe pas. On va dans quelques petites difficultés négligeables. Et puis on s'accroche que sur ça, sans voir quand même quelqu'un qui a pu conduire une assemblée sortie, n'est-ce pas, d'un système. Je ne voudrais pas revenir dans un contexte de 82 jusqu'en 82 qui peinait, n'est-ce pas, à décoller jusqu'en 90 avec l'arrivée du multipartisme. Lorsqu'on arrive dans ce contexte-là où il faut tenter de remoderniser les institutions, je pense que c'est assez compliqué. Parce qu'on peut dire que c'est à partir de 92 là qu'il fallait mettre un ensemble de choses sur place. On venait de traverser la tripartite, avec des résolutions prises à la tripartite, les recommandations faites que de gauche à droite, il fallait que du côté du gouvernement, il y ait un grand travail. Il fallait qu'on ait une assemblée nationale forte, capable même de discerner un certain nombre de choses pour pouvoir travailler sans créer, n'est-ce pas, je pourrais dire, des conflits quelconques dans le pays. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que Kavaïgué réussit à amener l'Assemblée. On va dans son passé, c'est cette Assemblée qui vote la Constitution de 96. Ça, je m'attendais au moins qu'on parle de ça. C'est la même Assemblée qui modifie la Constitution en 2008. Oui, est-ce que modifier la Constitution, c'est un mal? On modifie une Constitution pour améliorer soit la gouvernance ou pour renforcer les institutions. Ça a amélioré quoi? Non, ça a amélioré, qu'on le veuille ou pas. Jusqu'en 2008, oui. Même si ça a tout simplement amélioré le mandat présidentiel, vous n'allez pas rejeter ça d'un revers de la main. C'est à un moment donné, nous, étant un jeune État, si vous ne voulez pas le reconnaître, vous aviez pensé que vraiment, il fallait aller dans un contexte où 2 mandats, immédiatement, le président saute. Alors qu'on est dans un jeune État où, par moment, il y a des choses qu'on construit au fil du temps. Parce que vous n'allez pas dire qu'un Paul Biya, aujourd'hui, c'est encore le même Paul Biya de 90 ou de 82. Il a autant vu des choses et avec son expérience, il y a un ensemble de choses que vous, dans l'émotion, vous voudrez tout de suite qu'on prenne des décisions. Et lui, avec l'expérience, il réussit à le faire. Et je pense que Kavaïgué Djibril également, c'est avec cette expérience, cette loyauté qu'on peut garder de lui, qu'il a pu tenir l'Assemblée nationale. Parce que je pense qu'on a des assemblées, même hors de l'Afrique, que nous voyons les bagarres tous les jours. Ça, des choses qui ont quand même été un peu rares dans notre assemblée. Je ne voudrais pas éluder le fait que on a eu une chaussure qui a volé dans les airs. Qui a volé dans les airs. Mais ces exemples-là sont légion. Quand on a un président que, malgré tout, on entre dans le multipartisme, avec les partis de l'opposition qui siègent et qui les réunissent à conduire dans ce contexte-là jusqu'à pendant 34 ans. Pendant 34 ans. Il n'y a pas eu un jour où on a vu les députés, même ne serait-ce que se lever le cravaté. Je pense que ne serait-ce que ces petits éléments-là, ça montre une certaine autorité qu'il portait en lui et aussi un sens de conciliation, de management, même des hommes qu'il avait en lui, même s'il était du parti au pouvoir. Parce qu'il ne suffit pas d'être du parti au pouvoir. Même un seul élément à l'Assemblée peut troubler toute l'Assemblée si le président n'est pas charismatique. Alors dans la critique, dans cette critique-là, vous gardez la parole, on dit qu'il n'a pas permis au Parlement de jouer pleinement son rôle, faire des propositions de loi, légiférer
face à quelques situations que notre pays traverse? Ça dépend de quel côté on est placé en train de le regarder. Ah, d'accord. Alors, parce que l'Assemblée doit... Quel est le rôle de l'Assemblée? Nous sommes en train de leur réitérer ici qu'ils représentent le peuple, ils légifèrent. Est-ce qu'ils n'ont pas légiféré? Mais attendez, c'est notre constitution, c'est notre loi fondamentale qui a prévu. Stéphane venait de le rappeler tout à l'heure, qu'ils peuvent recevoir, la loi peut venir à l'Assemblée suite à une proposition de loi ou à un projet de loi. Donc le législateur n'a pas été fou de penser que ça peut venir par un projet de loi. Alors, est-ce que si le projet de loi vient, il est acceptable et il résout un certain nombre de problèmes qui correspond, n'est-ce pas, à notre environnement? Est-ce qu'il faut forcément que quelqu'un soit obligé d'aller proposer une loi juste dans le plaisir qu'on disait qu'il a proposé la loi? Aussi bien qu'on a eu quand même quelques lois proposées. Parce que lorsque la loi est proposée, elle passe, n'est-ce pas, à la commission des présidents. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un triage. C'est-à-dire que pour éviter qu'une loi peut-être non complète n'arrive en débat. Donc, la conférence des présidents essaie d'analyser la loi pour voir, est-ce que la loi proposée, on n'a pas déjà les éléments de réponse dans d'autres lois? Est-ce que la loi proposée, est-ce qu'elle n'est pas, n'est-ce pas, est-ce qu'elle est en adéquation avec le fonctionnement la politique définie? Donc, il y a tout cela. Donc, on ne peut pas dire, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les députés sont dans une chambre d'enregistrement et n'ont rien proposé. Non, ils ont leur mission n'est pas d'aller que proposer la loi, c'est légiférer. Les lois qui légifèrent, ça peut venir de la proposition, comme ça peut venir d'un projet. Et moi, je disais donc que Kavaïgué, je vais parler de son héritage. Non, moi, je pense que on peut écrire des livres, parce que c'est quelqu'un qui a traversé des étapes et des étapes. La modernisation des institutions, c'est sur Kavaïgué. Si nous avons parlé de la décentralisation, c'est sur Kavaïgué. Tout ce qu'on a, on va également l'attribuer l'avancée du pays, même sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, on peut aussi l'attribuer à Kavaïgué. Alors, est-ce que ce n'est pas l'erreur qu'on fait, Moubarak, lorsqu'on lit le bilan ou l'héritage de Kavaïgué Djibril, on ne lit pas les évolutions, mais on lit les critiques relatives à ces évolutions. Alors, ici, on prend le code électoral, on oublie que c'est 2012, c'est sous Kavaïgué Djibril. On prend la Constitution 96, c'est sous Kavaïgué Djibril, mais on s'arrête à des détails critiquables sans lire quand même que ça a été un pas, ça a été des avancées. Oui, mais Jean-Jacques, tu viens de dire tout à l'heure bilan ou héritage. Moi, je veux bien qu'on distingue le bilan de l'héritage. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qu'on lègue comme patrimoine aux autres. Et le bilan, la Constitution, c'est pas un patrimoine. Non, je vais dire on ne lègue pas. C'est-à-dire que ce code électoral. Quand moi j'entends héritage, ce que je mets, si on met héritage de Cavaille, je mets d'abord son action personnelle au centre et je vois cela dans la continuité. Donc on ne peut pas penser qu'un projet de loi qui émane de l'exécutif est constitutif de l'héritage politique de quelqu'un qui ne l'a pas initié. Quand Macron initie la loi Macron de 2003, il n'est pas président. Il est membre du gouvernement, mais il initie quand même quelque chose qui finit par porter son nom. Et là, c'est la faute à qui a travaillé, qui n'a pas initié un projet de loi. Bon, si le projet de loi au Cameroun ne porte pas un nom... Est-ce que le projet de loi peut passer outre l'Assemblée? Pas du tout. Non. C'est-à-dire que... Donc, automatiquement, Non, je veux dire qu'il n'aurait pas été à l'Assemblée nationale, que les projets de loi seraient toujours venus. Non, ça pouvait non, pas. Non, c'est pour ça qu'il était à l'Assemblée. Non, ne faisons pas là, on est dans l'art divinatoire ou autre. Il était à l'Assemblée et il y a eu ces projets de loi. Est-ce que ce n'est pas des avancées qu'on refuse de voir? On a amené des projets, ils les ont travaillés et c'est reparti. Mais maintenant, l'Assemblée a une dynamique interne qui lui est propre. Elle peut initier, elle peut faire un certain nombre de choses. Et au-delà d'initier de l'activité de légiférer, il y a maintenant l'action politique sur le terrain. Il est quand même le délégué permanent du parti. Il était sur la délégation permanente de l'EPC dans l'extrême nord. Est-ce qu'il y a un procès à lui faire là-dessus? Je vais donc dire, c'est-à-dire ça c'est l'homme politique. Est-ce qu'en tant qu'élite politique, l'extrême nord peut se réjouir aujourd'hui quand on connaît la présence de Boko Haram que Guibaï venait de rappeler il y a quelques jours et qui pose davantage de problèmes. Vous réduisez Boko Haram à quoi? Non, souvenez-vous de Kavaïgué Djibril sur Boko Haram. Oui, mais
Qu'est-ce qu'il a dit 2013. Au-delà de l'action, au-delà de la parole. Il a dit les Boko Haram sont parmi nous, je suis d'accord. Il a dit les Boko Haram sont parmi nous. Sauf que ils sont toujours parmi. C'est-à-dire qu'ils sont toujours actifs. Et ils ne sont pas où? Ils sont toujours actifs. Ils sont toujours dans les mêmes pays là où ils ont... Non, ce que j'essaie de dire... Qu'est-ce que vous attendez de Kabaye Guézibré concernant Boko Haram par exemple? Je veux bien comprendre ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui le modèle est élitiste. Lorsqu'on a des élites quelque part, on s'attend à ce que ces élites-là ramènent au sein de leur communauté des éléments qui boostent la communauté, qui développent la communauté. Après, vous avez dit que c'est les députés de la nation, pas du village. Aujourd'hui, bon, mais je veux dire... Restons sur le cas Boko Haram. Restons sur le cas Boko Haram. C'est quand même un sujet intéressant et important. J'ai soulevé un certain nombre de problématiques. Celle de Boko Haram, la mérite qu'on s'arrête un peu là-dessus. Voilà. Prenons un seul exemple. Quel a été le niveau peut-être d'activité parlementaire relatif à la présence de Boko Haram? Quel a été le niveau de lobbying financier? Il fallait une loi. Il fallait une nouvelle loi. Mais la loi antiterroriste a été votée à l'Assemblée nationale. C'est une possibilité. Il y a une loi sur le terrorisme à l'Assemblée nationale. Émanant de Kabaye? C'est l'Assemblée nationale. Vous voulez que Kabaye écrive ses propres propositions. Là, vous reconnaissez qu'il a travaillé. La dernière élection a montré quand même que le septentrion et surtout l'extrême nord étaient en désaccord avec son élite. Non, c'est une erreur. Résultat. L'extrême nord a voté pour Paul Biya. Au moins, reconnaissons cela. Oui, mais on a aussi alors, c'est Kabaye qui est le chef de délégation régionale. Mais on a aussi vu qu'à l'extrême nord, les contestations comme partout. Comme partout, mais partout. Pas comme partout. On ne peut pas dire comme partout. Elles n'ont pas été fortes. Elles ont été très fortes. Vous avez vu Manjou? Bon, mais je veux dire qu'elles ont également été très fortes. Elles ont été très fortes. Est-ce que c'est comparable? Mais comme partout, c'est comme si à Yaoundé on a eu la même contestation. Non, mais je dis est-ce qu'il y a eu Sangel Menduka de la même manière? Non, donc il y a quand même eu une forte contestation à l'extrême. Non, on peut pas mais ils ont voté pour Paul Biya. Oui, mais ils ont aussi contesté sur la direction de Kabaye. J'ai dit qu'ils ont contesté le résultat de cette élection. Et vous dites quoi? C'est parce que c'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que et on ne pouvait même pas penser que l'opposition pouvait avoir le score qu'elle a eu à l'extrême nord. C'est-à-dire que c'est la première fois. C'est-à-dire qu'avec Issa Thirouma candidat, pour la première fois aussi, vous minimisez la présence de Issa Thirouma sur le terrain. Je veux dire qu'il y a un niveau d'insatisfaction de la population vis-à-vis de l'élite qui est censée amener le développement sur ce territoire-là, qui fait qu'on peut questionner aujourd'hui l'héritage que cette élite qui est en train de partir a laissé à la population. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il y a des problèmes de santé, il n'y a pas les routes. C'est pas moi qui le dis. Moi, c'est toi qui le dis. C'est-à-dire que je relais les problèmes que posent les mêmes qu'on pourrait poser à Doumenta. Les élites du Nord. Si vous écoutez Bachirou Mohamedou, si vous écoutez Guibaï Gatama, l'ensemble des élites vont vous poser ces mêmes questions-là. Si tu vas de Garoua à Madingri, c'est la même région. On veut aller. Moubarak, s'il te plaît, on va aller de façon constructive. Oui. Si on entre sur ce terrain-là, le type de je ne sais pas de quel village va dire exactement la même chose, qu'il n'a pas l'école, il n'a pas l'électricité, il n'a pas l'eau, ainsi de suite. On veut qu'on comprenne pourquoi vous attribuez à, je ne veux pas dire Paul Biya n'a pas perdu, à l'extrême nord. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu un échec au niveau politique? Je rappelle que Kabaye, c'est 34 ans et ils n'ont pas perdu une élection. Je suis dans bien cette partie d'accord. du pays. Mais je redis encore, je vous ai posé une question au départ. Si on allait aujourd'hui à une élection, est-ce qu'on va aborder l'élection dans le septentrion, qui est, je vais dire, le territoire dans lequel Kabaye était presque la première personnalité? Dans l'extrême nord, par exemple. Il était dans l'extrême nord, mais dans le septentrion en général, c'était la première figure. Si on rentre aujourd'hui dans une élection, est-ce qu'on va avec les mêmes certitudes que quand on y allait en 2020? Est-ce qu'on va avec les certitudes à une élection? Jean-Jacques. Réponse, oui. Non, la même chose. Moi, je suis... Beaucoup de choses ont reculé. L'élite n'a pas répondu à la population telle que la population a donné à l'élite. C'est ça mon problème. Ouais. Et il faudrait rectifier le tir. D'accord. Je voudrais donc, un peu comme Bokar, qui a commencé à dire que le ministre de l'économie n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. J'aime toujours que l'enfant même qui nous regarde à la maison et qui va même aller composer son examen dans quelques jours puisse retenir quelque chose. L'héritage. Quand on parlait de l'héritage dans mon village, on parlait de ce que quelqu'un a laissé et qu'on devrait se partager ou partager à ses enfants. Bien évidemment. Mais là, l'héritage consiste que les choses qu'on n'a pas laissées là. Je ne sais pas là où on va avec cet héritage-là. Moi, je pense que si on dit l'héritage de Kabaye, encore moins que lorsqu'on vient parler de l'extrême nord.
Vous ne pouvez pas partir de rien pour lancer une comparaison ou encore pour critiquer le niveau de développement d'une région. Parce que pour critiquer le niveau de développement d'une région, il faut que vous allez avec certains éléments, vous mettez en place certains éléments élémentaires. Okay, pour dire que, non, attendez un peu, laissez-moi. Pour dire que nous étions en, vous dire que nous étions en, vous devez dire que Kavaye Ege. Attendez, je suis pas sûr. Je suis en train de dire. Est-ce que vous avez les chiffres? Oui, donnez-nous les chiffres. Pendant qu'il parle, trouvez-nous les chiffres. D'accord. Donc, je dis ceci. Vous ne pouvez pas vous lever, vous dire, on est dans l'héritage de Kavaye Ege qui a fait 34 ans à l'Assemblée nationale. Et vous commencez directement à citer les éléments négatifs de sa région. Non. Vous serez capable de nous dire que avant 34 ans, voilà la région là qui était ceci. C'est parce qu'il a fait 34 ans que la région n'a plus bougé. Non, au contraire. S'il faut donc qu'on va dans cette comparaison, on verrait que la région, quel que soit le cas, elle n'est pas le paradis. Elle n'a pas atteint encore le pic de son développement. Mais chaque jour, elle se développe. Et nous avons dit ici que Kavaye Ege, qu'on le veuille ou pas, il a réussi à développer une certaine cohésion au niveau de la région de l'extrême nord. Moi, vous savez, je n'aime pas toujours cette région qu'on appelle la région du Septentrion. Moi, je sais que, oui, du côté du Septentrion, il y a 3 régions. Donc, quand je parle de Kavaye Ege, peut-être parce que je suis homme politique et je sais que c'était le chef de délégation permanent du comité central pour la région de l'extrême nord. Donc, la région de l'extrême nord, elle est restée fidèle, elle est restée cohérente jusqu'à aujourd'hui où Kavaye Ege décède. On a aujourd'hui déjà des gens qui l'ont laissé et qui sont également loyaux, qui soutiennent la politique, qui soutiennent le chef de l'État, qui soutiennent les institutions. Il a réussi à créer un certain amour. Je ne voudrais même pas dire qu'il a développé, comme quelqu'un a dit ici. Il a fait naître aussi des élites de ce côté-là. Mais moi, je pense tout simplement qu'il a réussi à créer une cohésion entre l'État central et cette région qui est la première fille, nous avons dit, du renouveau. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas, quand on parle de ça, on voit un Kavaye quand même qui a passé toute sa vie, n'est-ce pas, à servir, qu'on le veuille ou pas, le Cameroun, qui a tenu une assemblée, qui est debout, qui a légiféré. Nous avons dit autant de lois, nous ne pouvons pas citer aussi. C'est pour ça que j'ai globalisé en disant il a contribué à la stabilité institutionnelle avec la recherche de la modernisation de l'État. Parce que nous partons depuis 82, n'est-ce pas, sortant dans un système unique pour embrasser le multipartisme, pour embrasser la pluralité politique, ce qui devient très très difficile à gérer. Et c'est pour ces raisons que nous disons, on ne peut pas ne pas penser à son charisme qu'il a exercé pour tenir l'Assemblée jusqu'aujourd'hui. Parce que malgré tout, malgré certaines contestations, on n'a pas vu l'Assemblée nationale exploser. Est-ce qu'on n'est pas en train, Paul Sefa, de juger le législatif avec les indicateurs de l'exécutif? On veut savoir combien d'écoles ont été créées, combien de ponts ont été faits. Est-ce que Kavaye a bloqué les inondations? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir juger le législatif par des éléments qui devraient appartenir au premier chef, à l'exécutif? C'est parce que c'est le système politique qui nous l'impose. C'est comme ça que je voulais justement arriver à ce système politique qu'on semble malheureusement ignorer lorsqu'on lit cet héritage-là. Vous savez, on est dans un système monocratique où tout se résume à la volonté du président de la République et même où le pouvoir législatif semble être phagocyté. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, c'est comme je l'ai dit, sur le plan de la politique politicienne, c'est-à-dire cette politique qui permet de continuer à rester au pouvoir, son bilan est élogieux parce que jusqu'aujourd'hui, le RDPC contrôle le Parlement, que ce soit la Chambre haute ou la Chambre basse. Le RDPC détient le pouvoir exécutif, ça veut dire qu'il a fait son travail en tant qu'homme politique, ça veut dire qu'il a bien travaillé pour sa chapelle politique. Mais maintenant, en ce qui concerne la République, moi je ne vais pas limiter M. Kavaye à l'extrême nord ou au septentrion. C'était le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous n'avez qu'à regarder la situation du Cameroun et la perception que les Camerounais ont de l'Assemblée nationale.
cette perception est transposable au président parce qu'il est l'incarnation de l'institution. Et dans ce système, qu'aurait-il fait? Qui l'a fait avant? Tandemouna, Foncachan, Voilà. Les autres. Est-ce qu'on peut faire le procès aujourd'hui de Cavaillé d'avoir été fidèle au système? C'est justement pour ça que je vous dis que on ne peut pas lui faire le procès d'avoir été fidèle au système, mais en même temps, on ne peut pas empêcher à certains Camerounais de penser justement que l'institution parlementaire qu'il a présidée de 92 en 2026, je crois bien, n'a pas atteint les objectifs escomptés à cette institution. C'est quoi les objectifs? Ça veut dire qu'il a fait un choix. N'ont-ils pas légiféré? J'ai envie de vous N'ont-ils dire, pas contrôlé l'action gouvernementale? ne réduisons pas l'action de légiférer à voter uniquement les lois qui viennent du Ils ne gouvernement. votent pas uniquement. Ils examinent la loi. J'ai envie de vous dire que... Mais il n'y a aucune obligation à faire des propositions. Arrêtez. Parlant d'obligation, Pardon. rien n'oblige les députés à faire des propositions. Sauf Or, que, l'obligation, c'est de légiférer. vous ne pouvez pas me dire que pendant 30 ans, l'Assemblée nationale n'a pas pu constater un problème qui méritait une proposition de loi. C'est aussi quand même aberrant et inquiétant. Vous faites 30 ans et vous ne constatez aucun problème. Ça veut dire que c'est toujours le gouvernement qui constate les problèmes et vient avec les lois. Ça pose quand même un problème dans le fond. Même pas une loi. Je vous dis que la seule loi qui a été proposée, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. C'est pour vous dire que ça pose un problème. Quelle est l'enquête parlementaire aujourd'hui qui, j'ai envie de dire, qui rentre dans les mémoires? On va vous dire que non. La situation, si c'est parce que l'Assemblée nationale avait mené une enquête, ça a abouti à tel résultat et on a révoqué telle personne. On n'a pas souvenance. Il y en a quand même eu. Il y en a quand même eu. On n'a pas souvenance. Donc vous comprenez D'accord. qu'en fait, C'est pas parce qu'on n'a pas souvenance qu'il n'y en a pas eu. vous comprenez qu'en fait, c'est légitime pour lui de choisir d'être fidèle à un système. Et c'est aussi légitime pour certains Camerounais de dire qu'il a choisi un système, mais l'institution qu'il a présidée pendant plus de 30 ans n'a pas atteint ses objectifs. Moi, je maintiens ça. Mais sauf que sur le plan de la politique politicienne, non, il a atteint ses objectifs. Et je sors en disant... Mais lorsque vous allez afficher ces 30 ans, dans l'actif, vous retrouverez quand même ces éléments-là. Une constitution, un code électoral et beaucoup d'autres éléments. Il y a même eu l'Assemblée nationale qui a amené à la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, ainsi de suite, pour ne pas entrer dans les détails. Mais ça entre dans l'actif. Je n'ai pas, si vous me suivez bien, je n'ai pas balayé ça d'un revers de la main. Vous ne l'avez pas non plus souligné. J'ai souligné en disant que ce qui est gênant, c'est qu'en plus de 30 ans, on n'ait pas eu une Assemblée nationale qui soit capable de proposer une loi. Ça dérange quand même. On n'ait pas eu une enquête parlementaire mémorable. Par exemple, avec les scandales qu'on a eus pour la CAN, où le président était obligé de venir nous dire qu'il y a eu un glissement, le Parlement aurait pu se saisir de cette affaire. Et pourquoi ne pas exposer ceux qui n'ont pas pu ou ceux qui ont. Stéphane. Mais moi, je comprends. Est-ce qu'il y a eu un vide en la matière? Les institutions chargées de faire les enquêtes ont fait les enquêtes sur toutes ces affaires-là. Mais sauf que la loi permet également au Parlement mais s'il y a déjà eu des enquêtes qui ont été faites avec des conclusions, vous voulez que l'Assemblée fasse encore l'enquête de l'enquête? Elle peut faire des enquêtes et mener des contre-conclusions. Est-ce que le juge par l'Assemblée avec les éléments lesquels on devrait juger l'exécutif? Et puis de deux, j'ai un problème, Stéphane. C'est Stéphane qui venait de nous rappeler l'article 2 de la Constitution. La souveraineté du peuple est exercée par le Parlement, le président de la République ou le référendum. C'est toujours dans le même article qu'on vous rappelle que aucune fraction du peuple ne peut l'exercer. Alors, pourquoi je reviens sur tout ça? Parce que nous avons des représentants que nous avons envoyés au Parlement. Ils nous représentent. Ils sont on pourrait dire les juges de l'opportunité. Ça veut dire quand il y a un problème donné, puisqu'ils nous représentent en ensemble, ils ne représentent pas une fraction du peuple. Ils nous représentent tous, inclus les dissidents. Ils nous représentent tous. Alors lorsqu'ils prennent une option, il est quand même assez compliqué et incompréhensible que maintenant, certains
certaines personnes, pour ne pas dire une partie du peuple, se plaint qu'ils ne font rien. Alors qu'ils prennent des décisions qu'ils jugent avec notre onction. Puisque nous leur avons donné cette souveraineté, nous leur avons donné cette légitimité-là. Ils jugent que non, ici, ça ne vaut pas la peine d'introduire ceci. On ne peut pas tout simplement dire que en cas lorsqu'il y a eu Boko Haram, il fallait voter une loi. Il y a eu crise anglophone, comme on dit souvent, il fallait voter une loi. Il y a Covid-19, il faut voter une loi. Il y a Ken-Get, il faut voter une loi. Mais finalement, il y aura tellement de lois qu'on ne saura pas quoi faire avec. Parce que même ne serait-ce que les structures qui sont en place pour travailler, ou encore les lois qui sont même déjà là. Si on applique correctement ça, je pense que dans tout ce qu'on est en train de dire là se retrouve là-dedans. Parce que là où il y a des tournements, on connaît quand il y a des tournements, quels sont des mécanismes à actionner pour pouvoir suivre les détourneurs. On sait lorsqu'il y a telle chose, on sait qu'est-ce qu'il faut actionner. On ne peut pas quand même leur reprocher de ne pas avoir voté autant de lois possibles. Et ça deviendrait finalement quoi? Alors, dans notre système, est-ce qu'on n'est pas en train d'imaginer, à tort, je veux le mentionner, un Parlement qui fonctionne autrement, c'est-à-dire qui entre pratiquement en rébellion avec tout le système, avec le régime, alors que ce système et ceux qui le dirigent ont la possibilité de dissoudre. Il n'y a aucun exécutif qui peut fonctionner avec un Parlement qui est un caillou dans sa chaussure. Non, absolument pas. Macron a eu la possibilité de dissoudre son Parlement. Il a dissous. Quelle a été la conséquence? Est-ce qu'il a dissous ou pas? Non, il veut dire, oui, mais la conséquence a été que de nouvelles élections l'ont encore mis plus à mal au Parlement. C'est Macron. C'est Macron. Il n'a pas le secret pour gagner l'élection. Ici au Cameroun, est-ce qu'il y a, quand un Parlement est presque monocolore, est-ce qu'il y a des possibilités qu'on ait une confrontation entre l'exécutif et le législatif? Je ne pense pas, plus que... Parce qu'on a l'impression que vous vouliez un Kaba et Guédibril qui disent non, régulièrement. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est une élite politique, on représente un peuple quelque part, il faudrait quand même mettre à son archive personnel des actions qui justifient de notre légitimité politique. À quel niveau? Aussi bien au niveau où il se trouve en tant que député, mais aussi au niveau de son espace politique, de son territoire politique. Vous voulez qu'on compte les réalisations de Cavaillé dans son espace... C'est les réalisations. C'est les réalisations, vous voulez qu'on les compte? Je ne voudrais pas les... On fera toute l'émission, hein. Mais je voudrais... Jusqu'à demain, hein. J'ai même utilisé parce que là, c'est un terrain, on va faire toute l'émission. Écoutez, je ne voudrais pas... Moi, je fais des macro-données. Mais si vous êtes Macron, vous ne rentrez donc pas dans sa circonscription, ce n'est plus Macron. J'ai observé ce que la Banque mondiale écrit sur l'extrême nord en 2004. Allons-y. De la Banque mondiale. Allons-y, en 2004. 2000 combien? 2024, je vais dire. D'accord. Je vais lire juste peut-être 2 phrases. Il faut que vous nous direz à quel niveau Cavaillé n'a pas fait son travail. Je vais lire 2 phrases pour que l'élite politique qui représente cette région-là prenne ça comme son bilan. La Banque mondiale dit que bien que la pauvreté urbaine augmente, les inégalités spatiales persistent, la pauvreté monétaire et non monétaire est nettement plus concentrée dans les régions de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest. Elle ajoute, en 2021 et 2022, la proportion la plus élevée des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté se trouvait dans la région de l'extrême nord, à 69,2%. Suivi de près de la région du nord-ouest à 66,8% et de la région du nord à 61,1%. Ces taux de pauvreté sont environ 3 fois plus élevés que dans le reste du pays, environ 6 fois plus élevés qu'à Douala et à Yaoundé. Tu crois ça? On met l'extrême nord, on met l'est. On dit que le taux à l'extrême nord est 3 fois plus élevé que l'est. Et vous croyez à ce genre de rapport-là? Tu remets en question le rapport de la Banque mondiale. Pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas? Non, les rapports sont faits pour être critiqués. Un rapport qui n'est pas critiqué n'est pas un rapport. N'est pas un rapport. Alors, vous attribuez donc quoi à Cavaillé? Vous attribuez quoi à Cavaillé? Si le rapport de la Banque mondiale n'est pas crédible, quel est le rapport de l'institution? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas crédible qu'il n'est pas critiquable. Il y a un problème là. Oui. Je vais dire ceci. Nous sommes dans un modèle où on nomme des élites, l'extrême nord. Cabral en a fabriqué certainement beaucoup d'élites. Oui.
est certainement la région qui a le plus grand nombre de membres du gouvernement. Vous vous souvenez du discours de son chef de cabinet, Bouka, Oui, Voilà. et qui a fait le accusé tour. justement, oui. Les autres ne l'ont pas fait leur travail. Il se dédouanait à ce moment-là. Non, non, il disait que... Il disait que lui, il a fait son travail et que les autres n'ont pas fait. Et quand il dit lui, il ne parlait pas de lui je comme me dis Bouka. lui. C'était en train de dire que lui, il a fait, les autres n'ont pas Non, fait. là-bas n'est pas le débat. Mais Vraiment, c'est si pas on le va sur débat. les réalisations, Donc, je suis en train de prendre un exemple pour dire qu'en réalité, il n'a rien fait pour l'extrême nord. je n'ai pas dit On qu'il n'a retient- rien fait. c'est Il a faux. fait les puits, il a fait les choses. Vous êtes en train de dire que lorsqu'on lui, regarde il n'a l'état de rien la fait pour région, l'extrême nord. lorsqu'on regarde l'état de la région, on se dit quand même qu'il y a un gros décalage entre l'état de la région et le D'accord. niveau de ressources Donc que la région comme vous demandez donc à Cavaillé que Et comme alors- il était président de l'Assemblée, Je- il aurait pesé de tout son poids Tout son poids pour orienter tout envoyer le projet à l'extrême nord. Tant pis pour les autres. Non, mais c'est la logique. Ouais, c'est en la fait, logique. Non, non, votre logique, C'est pas c'est ma votre logique. c'est la pas une logique logique. gouvernante C'est actuelle. votre logique. non, Parce que, non. écoutez, c'est la logique C'est votre gouvernante logique. actuelle. C'est pas vrai. C'est la logique. Est-ce que vous me cas ou Yomé Salah c'est un paradis aujourd'hui? Est-ce que Yomé Salah est un paradis aujourd'hui? Est-ce que la région du Sud est un paradis aujourd'hui? Si vous dites que c'est la logique quand gouvernante. Bouka estime que quelqu'un a été au ministère de l'économie et n'a pas pu faire la route qui mène Garoua, Voilà. Ngandele-Garoua, et qu'en même temps, un ministre de l'économie qui est de l'Ouest, l'a Vous êtes fait. donc il est en train vous êtes de la même classe que Non, Bouka. je ne suis pas de la même Vous êtes de la classe, même mais classe. je suis en train d'utiliser le Mais- logiciel pour mais- analyser le réel Alors. politique. Non, est-ce que, Je ne pense pas est-ce que qu'on tu peut- es convaincu de l'analyse de la perception de Bouka? Mais bon, Est-ce que- toujours est-il que c'est son logiciel Tu ne et trouves il pas était que- sur le terrain. Non, C'est il son est là logiciel. dans les Et discours c'était politiques. un Et vous acteur. épousez ça. Il est là dans Je les discours n'écoute pas politiques. ce logiciel en tant que personne, mais je dis que je les analyse parce que ce sont les acteurs qui les utilisent. Mais votre Je ne peux argument, pas venir allant fabriquer chercher des les choses, c'est statistiques de la Banque mondiale, c'est de dire que Cavaillé n'a rien fait Je suis en train de ou n'a dire pas que fait suffisamment, la alors qu'il a été méthode deuxième que l'extrême personnalité. nord a eue n'a pas suffisamment Bon, travaillé on est sur pour Cavaillé, faire les Ivoiriens. décoller. Mais il On est est sur quand même Cavaillé. celui qui incarnait l'ensemble des élites, puisque c'était le premier. Est-ce le projet de développement, est-ce qu'il gérait un projet On est politique sans relatif? problème. Quand on va se faire élire député, qu'est-ce qu'on dit à la population? Alors, merci de revenir sur cette question-là. Attendez, lorsqu'on Que va vous se faire avez élire éludé député, tout à l'heure qu'est-ce qu'on lorsqu'on va parlait du faire rôle du à la député. population? On va les promettre. Quand on parlait du rôle du député, vous avez rejeté cette possibilité. On promet, pour vous le- savez, les gens aujourd'hui, quand on est élu, on oublie ça. D'accord. Voilà le rapport. C'est pas D'accord. moi qui le dis. Mais il ne faut pas que Moubarak le dise rapport de quelque chose 2024. et son contraire. Si Cavaillé a créé des élites à l'extrême nord, aussi nombreux que vous l'avez si bien rappelé, ça veut donc dire que le développement de l'extrême nord n'incombait plus tout simplement à Cavaillé-Guéjibri, parce que lorsqu'il y a plusieurs élites, c'est pour que chacun à son niveau puisse faire quelque chose. Déjà, ça, ne serait-ce que ça. Moi, dans ma première prise de parole, j'ai parlé de l'établissement d'une liaison entre la région et l'État central. On ne devrait, Moi, je même, suis pas, on ne devrait Donc, même pas renfermer Cabral À la région. Cavaille à la région. à la région, Voilà. de Parce que l'extrême c'était le nord. président de Donc, l'Assemblée nationale du Cameroun. Je suis dans une lecture minimaliste. Donc, je suis- C'est-à-dire que j'essaie même de... Donc, pour te Non, dire- non, à ce niveau-là, on va se gourer et on va pour dire et on va que non, sortir. lecture minimaliste. Pour Et dire on ne que va non, plus non. parler du Pour chef dire de que non, l'institution, oui. je crois que Cavaillé était le président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'on gagnerait plus à... Je suis encore d'accord qu'on reste sur les lois. Les lois et la dynamique de l'Assemblée nationale pendant les 34 ans. Quelles ont été les réussites, quels ont été les échecs de l'Assemblée. C'est sur ça Et moi, qu'on je est suis... sûr. Oui, là, je suis d'accord. C'est vrai qu'en termes d'héritage, allez, bon, tes échecs sont trop cités. Mais je voudrais quand même penser que l'Assemblée nationale, j'ai dit de manière globale, qu'on le veuille ou pas, ils ont contribué. Mais la question était de savoir si on n'est pas en train de rêver d'une Assemblée nationale Qui n'est pas même dans la notre nôtre. contexte. Oui, Dans le contexte. qui Dans n'est notre pas contexte. plus On connaît bien le contexte. Hein. On Ouais. connaît bien. Moubarak, on ne connaît. soyons pas hypocrites, compris. hein. Non, On connaît le contexte. On connaît. Voilà. Vous Connaissons le contexte. On est dans un système proposition de loi et super vous ne le faites présidentiel. pas. Hein? Votre assemblée dynamique, c'est celle qui signe les motions de censure. Hein, vous voulez... Non, mais alors, et c'est là que moi je demande toujours à Stéphane. Si l'Assemblée se résolvait à signer les motions de censure, c'est que
aucun gouvernant ne se battrait pour avoir la majorité. Voilà, Macron qu'on a cité tout à l'heure a les problèmes en France parce qu'il a perdu la majorité. Et effectivement, c'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque vous perdez la majorité, ça veut dire que votre projet, même votre programme politique, votre projet de société ne convainc plus. Donc automatiquement, vos projets de loi ne doivent même plus passer. Votre façon de faire, l'exécutif ne correspond, ça ne doit plus marcher. Et automatiquement, on doit se retrouver dans le vote de censure. Mais quand vous avez la majorité, ça veut dire que le peuple majoritairement représenté se reconnaît dans le programme politique qui est en train d'être mené. Et cela explique bien pourquoi est-ce que ce sont les projets de loi qui passent le plus. Et les projets de loi, je voudrais également dire ici que on aime souvent interpréter un projet de loi comme une chose qui est créée juste dans un bureau. Le projet de loi, c'est aussi l'émanation du peuple. C'est les enquêtes qu'on recueille auprès de populations qui font monter un projet de loi. Donc le projet de loi peut être monté sans vous et vous vous retrouvez à l'intérieur. À telle enseigne que vous ne trouvez plus pourquoi vous devez proposer un autre. D'accord. Mes condoléances à la famille de Sa Majesté, de Mada. Le grand souvenir que je retiens de lui, c'est qu'on a organisé le méga meeting en faveur du chef de l'État Paul Biya pour l'élection présidentielle 2025, où j'ai été porte-parole des partis politiques du Grand Nord nommé G8. Aujourd'hui, le RDPC a perdu un Baoba qui était fidèle à Paul Biya, qu'il n'a jamais trahi et qu'il repose en paix. Merci, c'est le président national de la NPC, fils de l'extrême nord, Amadou Aminou. Monsieur le président, merci pour cette contribution. Bonjour Gigi Z et à tout ton panel. Je suis désolé de constater que Cavaillé a servi un homme et non la nation. Et les projets d'un homme ne sont pas toujours bons pour toute une nation. Didier, on verra comment faire dissocier tout cela tout à l'heure. Dans un exercice assez compliqué, Jean-Jacques et à tout le panel, je souhaite dire à M. Feudieu que l'héritage ne saurait non plus se rapporter au seul bien. Il peut aussi avoir des dettes. Et ça a été dit ici, si vous laissez votre héritage de véhicule à 100 millions de francs de dettes, nous parlerons plus de cette dette que de la seule voiture jolie Minko à 100 millions. C'est votre angle. Vous choisissez de parler plus des dettes que des réalisations positives. C'est votre angle. Vous êtes d'accord. Merci, je veux bien lire ça parce que j'aime bien ce genre de message. Attaque à toi, comme on dit au quartier. Bonsoir, monsieur Zé. Vous êtes la honte pour le journalisme quand votre parti pris frise le ridicule. Vous êtes tout sauf modérateur. Autant mieux te présenter comme militant du RDPC. Ce serait bien ainsi que de passer tout le temps. Il dit quoi? Ah, c'est depuis à Bombang, c'est même un frère en plus. Qui envoie... non, c'est fini. Que c'est un mauvais journaliste. Il voulait régler seulement son compte. Ouais, c'est fait. Mon frère, j'ai pris la balle. J'ai le cardio. Non, j'ai le cardio. Surtout quand ça vient d'un frère. J'ai le cardio, mon frère. Encore l'autre message, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est aussi ça la télévision de proximité. Alors, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les panélistes. Concernant l'héritage politique de Cavaillé et Guédibril, il convient d'analyser 3 axes majeurs. D'abord, la sanctuarisation de la stabilité parlementaire par une présidence garante de la continuité républicaine. Ensuite, l'institutionnalisation d'une fidélité politique absolue comme doctrine de cohésion. Et enfin, le défi du renouvellement générationnel qu'impose sa longévité exceptionnelle. Au-delà de l'homme, son legs interroge surtout la capacité de notre parlementarisme de consensus à s'adapter aux mutations démocratiques actuelles. Bodjo Aurel Mesmin, enseignant depuis Douala. Merci Mesmin d'envoyer ce message. Bonsoir. Vraiment, le monsieur du RDPC, là, vraiment, il faut qu'il arrête un peu de couper les gens dans leurs paroles, car il ne dit même rien de bon. D'accord, Henri de Siméon, c'est ton angle. C'est ça qu'on dit, c'est ton angle. Tu choisis ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu jettes. C'est ça le droit absolu. Et ça, on le respecte ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ignorer le contexte? Lorsqu'on parle du Parlement camerounais, on est en train de définir un régime qui serait différent de nos régimes.
Non, on n'ignore pas le contexte. Parce que je l'ai dit ici qu'en vérité, il faut tenir compte du système dans lequel Cavaille a travaillé. C'est vrai qu'on va vous dire dans la pratique juridique, ou alors les juristes vont vous dire qu'on est dans un état où les pouvoirs sont séparés. Mais quand vous analysez politologiquement, vous vous rendez compte que les pouvoirs ne sont véritablement pas séparés au Cameroun. Oui. En réalité, le pouvoir exécutif, si je peux utiliser cette expression, mange tous les pouvoirs au Cameroun. Du coup, il devient difficile pour un président de l'Assemblée nationale de pouvoir manœuvrer à sa guise. On a eu l'impression qu'il était aussi corvéable. Justement. C'est pour ça donc que les passifs de l'exécutif deviennent implicitement les passifs du pouvoir législatif en réalité. Et c'est donc ça qu'il faut amener les gens à comprendre. C'est pour ça que je vous dis que sur le plan politique, on n'a rien à dire à Cavaille. Il a fait parfaitement son travail parce que l'une de ses missions également était de permettre au RDPC de conserver son pouvoir. Et il a correctement fait. Mais maintenant, est-ce que cette conservation du pouvoir satisfait le citoyen lambda? C'est là où justement son héritage commence à devenir problématique. Parce que le citoyen lambda va vous répondre naturellement que je ne vois pas ce que l'Assemblée nationale m'a véritablement apporté. Et ce bilan est intrinsèquement lié à celui qui était le président. Et c'est là où justement c'est à ce niveau que son héritage devient questionnable. Moi je refuse de renfermer Cavaille au niveau de l'extrême nord. Oui. Il faut sortir des logiques communautaires en vérité. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut sortir des logiques communautaires. Quand on vous a nommé ou quand vous êtes élu, vous êtes là pour travailler pour le Cameroun. Donc moi je fais une appréciation par rapport à la situation générale du Cameroun. Est-ce que l'Assemblée nationale a véritablement produit les résultats que les Camerounais attendent d'une Assemblée nationale? Non. Est-ce que... C'est un Camerounais, il faut relativiser aussi. La plupart des Camerounais. On n'a pas encore fait un sondage. La plupart des Camerounais. Maintenant, on n'a pas fait un sondage. Est-ce que l'Assemblée... Est-ce que c'est le système? Oui. Parce que si on élude ou alors on met de côté le système, ce ne serait pas une analyse juste. Donc je dirais simplement que Cavaille a pu faire ce qu'il a pu faire dans un système. Et il a décidé justement d'être fidèle et loyal à un système. Et c'est à chaque Camerounais maintenant de pouvoir prendre, j'ai envie de dire quoi, de choisir son angle comme vous avez dit, et d'apprécier son héritage. Mais moi, j'appartiens donc à la classe des Camerounais qui pensent que sur le plan de la politique républicaine, ce n'est pas trop ça en termes d'héritage, mais sur le plan de la politique politicienne, parce qu'il faut savoir qu'il savait manœuvrer. C'est un très grand héritage. Et pour les hommes politiques même, les hommes politiques doivent apprendre à copier ce Cavaille. Parce qu'il faut rappeler ici que la particularité du Parlement, c'est qu'on organise une élection chaque année. Je ne suis pas sûr que même Paul Biya pouvait gagner une élection chaque année. Mais Cavaille a pu le faire pendant plus de 30 ans au Parlement. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des leçons que les hommes politiques peuvent prendre chez ce dernier parce qu'il n'est pas évident de venir à chaque session de mars pendant plus de 30 ans et remplir une élection même quand on a la majorité. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps, dans cette trajectoire de Cavaillé, de s'arrêter sur quelques épisodes marquant les propos d'un homme sur la corruption, sur les détournements des deniers publics, sur les faits qu'on appelle les gate-gate, il a dit un mot là-dessus. On se souvient encore de l'affaire, la création de Camerco, qu'il trouvait ridicule, et il a dit à l'Assemblée, chacun de ses discours avait toujours des éléments précis, et il allait jusqu'à la dernière scène où il a sorti le stylo pour donner à son ami. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut tenir compte du système. Cavaille, quand vous analysez l'individu hors du système, vous allez comprendre qu'il y avait certaines choses dont il n'était véritablement pas d'accord, mais par loyauté. Oui. Parfois il se pliait, parce que quand on prend même la dernière scène en réalité, vous vous rendez compte qu'il n'est pas d'accord avec le fait que jusqu'à présent on n'est pas quelque chose qui répétait, peut-être qu'il a juste ajouté le stylo. Exactement. Mais en 2018 déjà il était exactement. allé dans ce Donc vous sens-là. comprenez que il manifeste, il dit au président de la République qu'il faut faire un remaniement ministériel. Faut bouger. Mais sauf que il est un individu dans un système, il ne peut pas changer tout le système. Il est solidaire au système. C'est un choix qu'il a fait. Oui, c'est un choix qu'il a fait. Il a été solidaire à un système.
Même si parfois, dans ces prises de position, vous vous rendiez compte que parfois, ils n'étaient même pas d'accord avec ce que le système proposait. Mais sauf que c'est aussi ça quand on a décidé de militer au sein d'une formation politique. Et j'ai l'habitude de le dire, pour des militants qui appartiennent à un parti politique et qui critiquent ce parti politique, en réalité, en politique, quand on n'est plus d'accord avec une idéologie, on démissionne. C'est clair. On ne peut pas appartenir à une organisation et critiquer la dite organisation. Donc, vous voyez que par loyauté et fidélité à une idéologie, il est donc obligé, j'ai envie de dire quoi, d'être comptable de ce système-là parce qu'il a choisi de servir ce système. C'est vrai que j'aime votre question parce que vous avez posé une question, celle de savoir si on n'est pas en train de juger l'héritage de Cavaille en fonction de ce qu'on souhaiterait que le Parlement soit au Cameroun. Ouais. Effectivement, c'est ce que le Parlement devrait être. C'est donc dans la logique du devrait être qu'on analyse justement l'héritage de Cavaille. Mais compte tenu du système politique dans lequel il a évolué, on ne peut pas totalement dire que son héritage est négatif. Moi, c'est ce que je voulais faire comprendre aux Camerounais. Bonsoir. Kavaïgué a été à la tête de l'Assemblée nationale. Il a fabriqué des élites dans l'extrême nord. Voilà ce qu'on peut retenir. Le seul problème qu'il a eu, c'est la capacité de pouvoir fédérer les énergies de ces différentes élites. Et ça s'est creusé au fil du temps quand même. C'est le russe depuis Yaoundé. Bonsoir. Votre frère... non, mon frère, ça va comme ça. Laisse-moi continuer mon émission. On va faire la paix après. Je ne lis plus le message de réconciliation là maintenant. L'héritage de Cavaillé Guédibril a été le service qu'il a rendu à un homme et non la nation camerounaise. D'ailleurs, la plupart des députés ne sont pas là parce que c'est le peuple. Non. C'est innocent. Chemouza, depuis Bonabéry, il dit, a été le service qu'il a rendu à un homme. Peut-être que c'est aussi ça qui a été dit en d'autres termes sur ce plateau. On va aller vers la fin de ce programme pour parler des derniers actes quand même de Cavaillé sur la scène politique nationale. Le meeting de Marois où les partis qu'on a suivis étaient un appel à la mobilisation, envoyez les enfants à l'école. Il a martelé plusieurs fois, c'est quand même un message très important dans cette partie du pays. Il a voulu faire le procès, n'avoir pas aidé au développement de l'indice humain. Lorsque vous soulevez ce meeting, je voulais même effectivement en parler, il le dit avec beaucoup de difficultés, mais il dit envoyer les enfants à l'école. La réalité, c'est amener les écoles auprès des enfants pour que les enfants puissent aller à l'école facilement. D'abord, le principe, envoyer les enfants à l'école. Oui, mais je veux dire que... Parce qu'il y a des gens qui ont fait 60 km à pied pour aller à l'école. Donc, il demande qu'on ramène les écoles auprès des enfants pour faciliter l'accès à l'éducation. Il était dans une forme de plaidoyer au regard de l'état de la région où il se trouve. Donc, moi, je me dis qu'il a fini par comprendre qu'il était important de relever le niveau de la région. Le niveau du septentrion en général, mais particulièrement le niveau de sa région où il était la première élite. Il était important de relever un certain nombre de choses, ce que j'ai tout à l'heure cité. Donc, il s'était inscrit dans ce plaidoyer-là peut-être à la fin de son parcours politique, Dieu n'ayant pas voulu qu'il puisse continuer. Bon, mais cela ramène à ce que je pense fondamentalement. Je pense qu'il faut changer Jean-Jacques le modèle actuel. Parce qu'on est dans un modèle élitiste qui, à travers l'équilibre régional, distribue des élites dans un certain nombre de régions et espère que la présence de ces élites-là suffit pour que le développement puisse arriver et satisfaire tout le monde. On a vu avec cette région-là que la présence massive des élites ne suffit plus et qu'il faut nécessairement changer le logiciel et adopter peut-être ce qu'on peut plutôt penser comme une manière de distribuer plutôt le budget d'investissement, redistribuer de manière équitable les moyens de développement à l'ensemble des territoires, de sorte que le même niveau de développement à l'extrême nord soit le même qu'on puisse vivre, bon, disons même pas à Douala, à Yaoundé, mais peut-être à Edea, peut-être à Bafam ou à Fouman, c'est-à-dire qu'on essaie de ramener le pays dans une forme de moyenne nationale pour tout le monde, quitte à ce que quelques villes, peut-être parce que côtières, peut-être parce que plus anciennes que d'autres, se démarquent, mais qu'il n'y ait pas des gaps extrêmes entre une région et une autre.
Voilà mon problème. C'est-à-dire qu'on doit forcément quitter le modèle élitiste, qui pense que en mettant en avant des élites, une pléthore d'élites dans une région, on résout le problème de la région. Ça n'a pas montré que ça ne peut pas être comme ça. L'élite n'est pas forcément comptable de ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire que même si on est dans une constitution où on veut rendre l'élite comptable, techniquement, rien ne le lie à la région, puisque l'élite est l'élite de la nation. Mais il faut maintenant rentrer dans un modèle qui va permettre qu'on distribue dans chaque région, dans chaque partie du territoire national, des mêmes moyens. Que l'enfant qui est à Ngelmendouka, celui qui est à Edea, celui qui est à Kolofata, soit à peut-être 2 ou 1 kilomètre de l'école. Là, ça fait qu'il La question est là, la réponse est là. Comme René Zengele l'avait dit au sortir du grand dialogue national, tout ce que vous évoquez là est dans la Constitution et dans la mise en œuvre de la décentralisation. On parlerait moins de l'élite. Si la décentralisation est effective, l'école pourra arriver plus facilement auprès des... L'hôpital arrivera plus facilement, on ferait l'avantage. Il faut qu'on fasse tout pour déconcentrer le développement dans nos milieux urbains. Et c'est ça le problème de l'exode rural. Vous arrivez à Dembo, moi j'y étais, Dembo c'est à 60 km de Garoua. Pour aller de Garoua à Dembo, si ce n'est pas le samedi qui est jour de marché, vous allez à moto et vous payez 7 000 aller, 7 000 retour, 60 km. Vous arrivez à Dembo, donc vous discutez avec des femmes. Et une d'elles me dit, mon fils, ici à Dembo, quand il pleut beaucoup, les pluies arrachent nos cultures. La famille nous guette. En faisant sèche, il fait tellement chaud que les cultures sont brûlées. Donc, on est dans une forme d'enclume là où on ne sait pas ce qui va changer. C'est-à-dire, on va tout petit à petit vers la famine. Et en réponse à cela, on brandit une élite, on brandit une élite, on brandit une élite. Est-ce que l'élite va apporter une solution au changement climatique dans ce territoire, dans cette commune? D'accord. Alors, on sort par là. Est-ce qu'un nouveau Parlement est possible? Tous les présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale ont pratiquement eu le même fonctionnement, peut-être parce que Cavaillé a mis plus de temps que les autres. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un autre Parlement, peut-être une institution forte, de votre point de vue? Non, avec le système actuel, j'ai envie de vous dire que ce serait le même bilan. En réalité, il faudrait d'abord que le système en lui-même change. Parce qu'il ne faut pas faire une analyse hors du système, parce que le Parlement appartient à un système politique. Ça veut dire que pour qu'on ait un Parlement différent, il faudrait qu'on ait un système différent. Donc, je pense que peut-être avec les perspectives d'alternance qui se dessinent et se profilent à l'horizon, on pourrait avoir un Parlement qui serait différent dans les prochaines années, parce que chaque philosophie est fille de son temps. Donc, espérons que la philosophie politique du Cameroun change dans les prochaines années. On va vous dire merci, monsieur, d'être venu. Un dernier mot là-dessus, sur cette projection d'un autre Parlement, un autre genre. Je pense que c'est possible. Tout est possible. Parce qu'il faut quand même qu'on retienne qu'on est aussi en train de finir un cycle. J'ai l'habitude de dire qu'on le veut ou pas, nous sommes un jeune État. Devenu indépendant. Mais en 1960, ce n'est pas trop. Et au fur et à mesure que le temps passe, on essaie de se moderniser. L'exemple, il n'y aura plus, ça je peux le dire, cette longévité exceptionnelle de Cavaillé à l'Assemblée nationale, il serait difficile d'avoir encore parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. Mais, puisque je ne peux pas sortir sans résumer pour dire vraiment Cavaillé fut un modèle d'engagement public. Et je crois que sa loyauté, c'est l'une des choses qu'il laisse, n'est-ce pas, à sa progéniture, à son derrière, comme on le dit de manière triviale. Parce que c'est un modèle oui, de loyauté. Oui. Alors, non, moi j'ai entendu. Il ne s'est jamais placé devant. Vous vous rendez compte que si on veut. Moi j'ai entendu beaucoup de gens dire ici qu'il a plus servi un homme que servi l'État. Je ne sais pas, on n'a pas assez de temps. Mais lorsqu'on reviendra prochainement, je ne sais pas si quelqu'un pourrait me faire la bonne différence entre l'homme et l'État. Parce que quand on dit l'homme Paul Biya, c'est même celui qui s'est dilué en État, c'est lui-même l'institution, l'État. Et même nous qui sommes ici en ce moment, c'est lui que nous servons là. Parce que c'est lui qui nous représente tous. Alors donc, quand on essaie de voir tout ce que Cavaillé a géré, même dans sa propre région, parce que je peux quand même le dire, qu'il a laissé, même sur le plan politique, il a laissé beaucoup d'héritiers.
que peut-être vous pourrez bien découvrir dans les jours qui viennent. Et faire beaucoup de choses pour ces régions qu'on veut présenter, que la Banque mondiale veut présenter pauvres. Souvenez-vous, la bataille qui s'est passée ici avec la création de l'école normale et les conditions par lesquelles on a réussi à faire intégrer. Bref, c'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il a réussi à établir une liaison entre la région et l'État central sans entrer dans les détails. Donc, nous disons qu'il a fait son temps. Merci nous Benoît. saluons sa mémoire. Merci François Sémet en direct sur la page Facebook. Bonsoir au plateau et merci pour ces analyses. Merci monsieur. Le risque était là. Comment tenir ce programme sans manquer de respect aux morts. Et je vais vous dire bravo, parce qu'on a réussi à le faire, à rester sur les éléments purement techniques, en gardant ce qui est cher, le respect aux morts. C'est pour ça que mon frère, d'un moment, n'a pas compris pourquoi je faisais le coup d'épaule à certains lorsque je sentais que la frontière peut être franchie. Il fallait veiller à ce qu'on ne franchisse pas cette frontière-là. Et monsieur, vous l'avez fait avec brio. On vous dit grandement merci. Prochain rendez-vous demain avec Stéphane Mbarga à 17h. Nous, on se retrouvera dimanche dans le cadre du programme Libre Expression. Merci de rester fidèles à Info TV. Très bonne soirée à tous.